Tu l'as pris dans un refuge, elle avait 2 ans. Oui, c'est ça. Puis c'était à l'époque où il y avait une grosse guerre au pitbull, là, que le maire de Québec avait même dit à l'époque, c'était Régis Labombe, puis il avait dit que les gens qui ont des pitbulls devaient choisir entre faire euthanasier leur chien ou déménager de la ville. Et puis à Montréal, c'était Denis Coderre qui menait la guerre qu'au pitbull aussi. Puis il y avait toute une campagne, là, parce qu'il y avait une femme qui s'était fait tuer, je pense, dans l'est de Montréal. Et une histoire d'horreur, en fait. Là. Puis à ce moment-là, j'avais pris position en faveur des pitbulls en disant, écoutez, là, c'est pas l'animal qui est le problème nécessairement, là, c'est l'être humain qui a la responsabilité. Il ne faut pas déresponsabiliser les maîtres des chiens. C'est ça qui m'inquiétait dans cette démarche-là. Puis j'avais une nouvelle émission qui commençait. Puis ma nouvelle co-animatrice, c'était Myriam Segal, qui était une animatrice à Québec, qui, elle, avait été en faveur de l'élimination des pitbulls. Puis je donnais toujours un cadeau à mon nouveau co-animateur, comme Nathalie Normando, la première journée, quand j'ai co-animé avec elle, j'y avais donné 93 roses rouges, parce qu'on était au FM 93, puis parce que monsieur... comment il s'appelait? Zambi... En tout cas, le gars qui avait reçu des roses rouges, là, ça avait fait tout un scandale, fait que j'avais donné ça. Quand Bernard Drainville est devenu mon co-animateur, j'avais donné un immense chapelet là, de Saint-Jean-Port-Joli là, ou du Vatican, je me souviens plus, parce qu'il était contre les signes religieux ostentatoires, puis c'était le père de la charte. Puis quand Myriam est arrivée, j'ai dit, je vais lui offrir un pitbull. Et j'avais été à la SPA de Québec, à la Société de la protection des animaux, puis le gars m'avait dit, fais jamais ça, on donne jamais un chien à quelqu'un qui ne le sait pas. Mais il dit, gars, ce que je vais faire, tu peux y offrir, puis dire, puis en même temps, il dit, je vais y aller avec toi, puis je vais faire de l'éducation, qu'il ne faut pas faire ça si jamais elle le refuse. Fait que j'ai dit, OK. Mais il dit, avant, j'aimerais ça que tu apprennes, que tu sais que tu sois pendant une semaine ou deux, que tu la gardes chez vous, puis que tu sais, pour qu'elle s'habitue à toi, pour pas qu'en studio, il va y avoir des médias, il va y avoir plein de monde, pas qu'elle panique, pas qu'elle soit anxieuse. Donc, il me dit, prends la chienne pour une semaine ou deux, soit une famille d'accueil, puis après ça, bon. Fait que j'ai dit, OK. Fait que là, je la prends une semaine ou deux. Là, écoute, c'était une chienne comme ça, là, hyper affectueuse, hyper douce, tout ça. Puis ça a connecté moi et elle. Puis quand est arrivée Myriam, elle a refusé le pitbull, évidemment. Donc, tu le savais déjà? Là, non, j'étais pas sûr, je pensais. Mais elle avait déjà eu des chiens dans le passé. Fait que je me disais peut-être que. Ouais, j'avais espoir. Des bons chiens, moi, j'étais prête à payer le chien et à dire, gars, c'est ton cadeau. Mais là, elle a décidé de ne pas le faire. Et le gars de la SPA a fait son pitch, puis il est reparti avec Mia. Et là, écoute, j'ai paniqué bien raide parce que je me suis dit, parce que je savais qu'à Québec, tout le monde se débarrassait de leur pitbull, puis qu'il y avait des pitbulls partout, puis que personne ne voulait adopter ça. Puis là, j'avais peur pour elle. Puis le lendemain matin, avant même l'ouverture, j'étais dans le stationnement. Puis j'avais parlé à mon chum le soir. J'ai dit, là, écoute, je pense que je vais adopter Mia. Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, c'est une décision de couple, hein, parce que ça change une vie. Il veut pas avoir un chien. Fait que il m'a dit, go, go, go. Fait qu'il m'a donné le feu vert, même si lui, c'est plus un gars de chat que de chien. Mais il a dû s'attacher quand même. Mais oui, il l'a quand même vu pendant 2 semaines. Il l'aime autant que moi aujourd'hui, là. Donc, on est allé le lendemain matin. Avant même que ça ouvre, j'étais là. Puis quand je suis arrivé, elle m'a sauté dans les bras. Puis, c'est des belles histoires d'amour. Puis j'avais l'impression d'avoir sauvé un chien. Ben c'est oui, comme. C'est pas mal. C'est pas mal ça aussi. Ça a des bonnes chances d'être vraiment un sauvetage. Puis elle m'a vraiment beaucoup apporté, cette chienne-là. Puis même ces derniers temps, vous savez que j'ai eu un problème cardiaque là, en décembre. Tu sors de convalescence. Oui, c'est une des premières entrevues que je donne parce que j'ai fait une crise cardiaque le 6 décembre. Et la seule activité physique que j'ai faite pendant les 6 semaines qui ont suivi, c'était de promener mon chien. Et parce que, tu sais, il faut y aller lentement, même si je me sentais parfaitement en forme. Là. Est-ce que c'était proscrit ou ça, c'était correct comme activité? Non, c'était correct, ça, comme activité. Fait que, tu sais, on réalise pas ça, mais tu sais, quand il fait moins 20 et que ça te tente pas de sortir de chez vous, là, ton chien, t'as pas le choix de le sortir. Puis, veux pas, les gens qui veulent être un peu plus actifs et être un peu moins sédentaires, d'avoir un chien, là, c'est tellement la bonne chose à faire. Quand tu es down aussi, en politique, on reçoit souvent des coups de poignard de personnes qui sont pas toujours gentilles. Puis des fois, ça nous fait mal. Hein, on le démontre pas sur la place publique parce que c'est pas payant politiquement. Là. Mais mon chien, là, elle est toujours fidèle, puis elle est toujours là pour les bonnes raisons, puis elle est toujours contente de me voir. Puis c'est comme une alliée inconditionnel, puis tu as besoin de ça. Pour moi, c'est comme mon oncle, mon chien, à plusieurs égards. C'est une boule d'amour et d'affection éternelle. Donc, je pense qu'on a besoin de ça comme être humain à un moment donné pour se ressourcer. Ça aide à relativiser aussi, justement, la politique. C'est un peu comme
être beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup d'interactions avec les gens, beaucoup de stress, comme tu dis, il y a de la négativité, tout ça. Puis quand tu arrives chez vous avec les animaux, moi, je travaille aussi dans un centre canin, j'ai aussi des animaux, puis c'est complètement un autre monde, là, c'est vraiment... ils n'ont pas ces préjugés-là envers les gens, leurs opinions politiques, puis tout, ils font juste la nous pression aimer. n'est pas la même, là. Tu sais, ça te ramène, on dirait, à la simplicité de la vie, là. C'est exactement ça. Donc, pour moi, c'est bien important. C'est mon ancrage. C'est comme mon chum. C'est comme mon refuge, tu sais, parce que... Puis c'est souvent ça en politique, quand les gens ont une perception de nous, mais ils ne nous connaissent pas. Puis c'est ça qui fait mal des fois, parce qu'ils nous attaquent sur des choses basées sur une image et non pas sur l'individu, mais ils attaquent l'individu en le faisant. Et puis c'est pour ça que c'est important de faire la distinction entre le personnage public et qui t'es pour vrai comme individu dans ta vie de tous les jours. Tu sais, moi, là... le vrai Éric, c'est celui qui est avec son chum, ses parents et son chien. Là, c'est pas celui que vous voyez à la TV ou à la radio. Là. C'est quoi les différences? Ben, la différence, c'est que dans ma vie privée, là, jamais que je débat. Tu sais, moi et mon chum, jamais qu'on va argumenter parce que pour moi, c'est ma job. Tu sais. Ma job, c'est d'argumenter puis de confronter des idées. Quand j'arrive chez nous, la dernière chose que je veux, c'est m'engueuler avec mon chum. Là. Fait qu'il faut que ça soit l'harmonie pure. Là. Donc, puis les gens sont toujours surpris de ça parce qu'ils ont l'impression que je vais être bien agressif puis je vais toujours m'engueuler puis tout ça. Alors, point à table. Oui, alors que dans ma vie privée, c'est exactement le contraire. C'est très consensuel puis c'est très peace and love. Là. Fait que Mais c'est quoi d'abord la partie de toi qui t'a motivé à aller en politique? Attends, on reçoit qui aujourd'hui, Roro? Tout d'abord. Wow, on va partir du début, c'est une bonne idée. C'est ça. Fait qu'on fait souvent ça. On oublie de présenter. Fait que merci Éric Duhem d'être chez Grey Neuron aujourd'hui. On espère contente de C'est un plaisir d'être avec vous autres, les filles. T'as pas trouvé ça trop loin? Non, mais je me suis juste perdu, mais ça, c'est la faute du GPS, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est un classique. Là, comment vas-tu? Ben écoute, comment je vais... Comme j'ai dit, j'ai bien été, sauf 24 heures quand ça m'est arrivé. J'ai fait un arrêt cardiaque le 6 décembre au soir. Puis je veux juste en parler un peu parce que c'est important, si jamais ça arrive à d'autres personnes, d'un peu savoir mon expérience parce que peut-être que ça peut vous aider. Absolument. Moi, j'étais un gars qui est en forme. Là. La journée même, l'après-midi, j'étais au gym. J'étais un gars qui a couru des marathons. Oui, la journée même. À 14 h, à 2 h de l'après-midi, je suis allé m'entraîner. Et j'ai commencé à courir, tu sais, comme je m'entraîne tout le temps. Là, tu sais, je fais toujours un peu de cardio au début avant de faire ma musculation. Puis là, j'ai comme eu un petit point au sternum. Puis là, je me suis dit, j'ai dîné trop tard, fait que je vais faire plus de musculation. Aujourd'hui, je vais faire moins de cardio. Fait que j'ai débarqué du tapis roulant, puis ça s'est fini là. Mais après, j'ai fait le lien. Et le soir, à 22 h, donc à 10 h le soir, je m'en vais me coucher. Je suis dans le lit, donc pas actif. C'est l'idée que les gens là, sont en train de pelleter, on est en train de courir. Ouais, il y a des gens que c'est comme ça, là, mais c'est pas tout le monde. Là. Empiez-vous pas là-dessus. C'est pas ça, un arrêt cardiaque nécessairement. Donc là, je me couche et là, ça me prend. Puis c'est pas, tu sais, on a toujours aussi l'image que c'est du monde qui se tienne le cœur puis que ça leur sert à gauche. Moi, c'est pas ça. C'était une boule de feu au sternum. OK. Et là, la boule de feu devenait de plus en plus chaude, puis j'avais de plus en plus mal. Je pensais que je faisais une indigestion. Mon chum m'a donné 2 antiacides. Que tu avais des brûlements d'estomac. Ben oui, genre, je pensais... Ouais, des fois, tu sais, ça remonte. J'avais cuisiné des polpettes, tu sais, des espèces de boulettes italiennes, là. Puis je pensais que je n'avais trop mangé, était très bonne. Fait que je me suis dit, d'après moi, j'ai été trop cochon. Fait que j'étais en train de payer pour. Fait que là, il me donne 2 antiacides. Ça n'a strictement rien fait. La douleur continue à s'amplifier. Là, à un moment donné, je me tordais de douleur, j'étais rendu au sol à me tordre de douleur tellement ça me faisait mal. Mon chum m'a dit, bon, ben, on va enlever le mal. Il m'a donné 2 aspirines en disant, ça va enlever la douleur un peu au cœur. Puis c'est ça qui m'a probablement sauvé la vie. Parce que les aspirines, ça éclaircit le sang. Oui. Puis là, j'avais 3 artères du cœur de bloquées. Évidemment, je n'étais pas au courant. Et ça a permis d'une partie du sang de réussir à passer au travers les blocages puis à alimenter mon cœur. Et là, après ça, j'ai commencé à engourdir du côté gauche. Là, j'ai compris que ça n'avait plus rien à voir qu'une indigestion. Puis là, on s'est rendu à l'hôpital très rapidement. Puis en chemin à l'hôpital, qui était quand même juste quelques minutes de chez nous, là, j'ai commencé à étouffer. Donc, tu sais, tout que vous sachiez, c'est quoi des symptômes. Là, j'avais beaucoup de difficultés à respirer. Il faisait après moins 10 ce soir-là. Je me suis sorti la tête de l'auto. Puis je disais à mon chum d'aller plus vite pour d'essayer d'avoir de l'oxygène qui rentre dans mes poumons. Je sais pas si ça a fait une différence ou pas, je pense pas, là, mais c'est pas grave, c'était pour moi le sentiment que j'avais besoin d'avoir de l'oxygène.
Puis c'est ça, quand je suis arrivé à l'hôpital, tout de suite, t'attends pas quand t'as un arrêt cardiaque, là, ils te passent rapidement. Eux savaient. Oui. Okay. Puis tout de suite, ils m'ont passé un électrocardiogramme. Là, ils ont vu que mon cœur battait pas régulièrement. Fait que là, il y avait quelque chose qui marchait pas. Là, ils m'ont passé toutes sortes de questions, ils m'ont donné toutes sortes de médicaments. Puis quelques heures plus tard, je me suis ramassé sur une table d'opération, là. Ils m'ont percé le poignet, ils m'ont rentré des tubes pour aller jusqu'à mon cœur. On m'avait injecté de l'iode. Là, c'est surréaliste. Tu es assis sur une table comme ça. D'un côté, tu as des médecins puis des infirmières. De l'autre côté, tu as des écrans géants. Puis là, je sais pas si c'est parce que c'était moi ou le médecin fait ça avec tout le monde, mais moi, je restais conscient tout le long puis il m'a tout expliqué qu'est-ce qui se passait. Okay. Fait que là, je voyais mon cœur battre, je l'entendais, je voyais les couleurs. J'ai vu les caméras là, qui montraient les artères qui étaient bloquées. Ils ont rentré des espèces de ballons qui ont gonflé. Puis quand ils gonflaient les ballons, ça arrêtait la circulation du sang dans mon cœur. Okay. Donc, ça reprenait. C'était comme si je refaisais une autre crise cardiaque, la sensation. Ils ont fait ça pour les 3 artères bloquées. Puis après ça, ils appellent ça des stents, là, des espèces de petits tuyaux en broche, là, des tuteurs pour garder mes valves ouvertes. Fait que là, ils m'ont installé ça. Ça a duré 1h30 l'opération. Et depuis ce temps-là, je file parfaitement. Puis les probabilités que je meure du cœur sont moins élevées que vous autres parce que je suis médicamenté, parce que je suis suivi par un cardiologue. Fait que c'est la première qui est toujours la plus dangereuse et la plus fatale. Là. C'est ça, je pense que c'est quand même assez efficace. Ça. Mon père s'est fait faire la même chose. Oui, OK. c'est ça. Puis, tu connais ça. Oui, c'est ça. Fait que je sais que justement, comme tu dis, après, t'as vraiment moins de danger que... Puis ça, c'est une autre affaire qu'il faut dire au monde. Là. Si vous avez votre père ou quelqu'un, votre frère, votre soeur, quelqu'un dans votre proche au niveau génétique, il y a quelque chose d'héréditaire là-dedans. Fait qu'il faut que vous soyez très prudent. Évidemment, les filles, c'est moins présent, c'est plus une maladie de gars. Les femmes font beaucoup moins d'arrêts cardiaques que les hommes, mais c'est quand même important. Là, il y a une plus forte probabilité si vous avez de l'hérédité, parce qu'au niveau du cholestérol, au Québec, on a un taux de cholestérol souvent plus élevé dans certaines familles, là. Et moi, je savais que j'étais limite, mon cholestérol, je le savais depuis des années. Mais étant donné que je faisais beaucoup d'exercices, on me disait que mon cholestérol positif était très élevé, puis ça contrebalançait en partie. C'est pour ça que j'avais jamais été médicamenté. Mais à partir de maintenant, je vais devoir l'être. OK. J'espère. On a fait une espèce de cours de santé de médecine. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai toujours l'impression de l'espèce de douleur là, qui arrive à la poitrine. Puis ça, on ne sait pas nécessairement tous les autres symptômes qu'il peut y avoir. Là, c'est important de savoir. Mais tu savais-tu que tu avais plus de chances au niveau héréditaire? En fait, c'est mon père adoptif. OK, fait que tu n'as pas l'hérédité. Je l'aime comme si c'était mon père biologique, mais le côté héréditaire, il n'a pas pu te donner ça. Pour ça, je ne l'aurais pas. Mais toi, de vivre ça, est-ce que ça l'a transformé quelque chose en dedans de toi, ta vision? Est-ce que tu as senti que tu étais passé proche de la mort? Oui, c'est sûr que tu le sens parce que physiquement, tu le ressens. Je veux dire, tu es terrassé d'un coup. Là, fait que tu peux pas faire comme si c'était rien passé. C'est un signe que ton corps t'envoie. Tu peux pas rester sourd face à ça. Il faut que tu l'écoutes. C'est sûr que j'ai pas la job la moins stressante au monde. C'est sûr que ça, c'est une affaire qui contribue. Parce que j'ai pas les prédispositions normales d'un cardiaque. J'ai pas de surplus de poids, je suis pas inactif, je fume pas, je me drogue pas, je consomme pas d'alcool en quantité excessive. Fait que j'ai pas aucune là, de ces vraiment une personne en prédispositions-là. santé. Normalement, typique, oui, si là, quelqu'un à qui ça devrait pas arriver, c'est moi. Là. C'est ça. Donc, tu penses que quand tu as couru une douzaine de marathons, tu penses que tu es correct, là, mais non, ça affecte et ça attaque tout le monde. Donc, il faut que tu te réalises, OK, là, peut-être que mon niveau de stress va falloir que je le diminue. Mais c'est pas évident, hein? C'est facile à dire, mais de trouver les sources de stress puis tenter de les diminuer. Je vais vous donner un exemple bien niaiseux, là, mais là, j'ai compris que mon cellulaire, je le recharge plus dans la chambre. OK? Fait que le soir, mon cellulaire il reste dans le salon, puis il se charge dans le salon. Fait que dans la nuit, si je veux juste regarder l'heure quand je vais aux toilettes, je peux pas, tu sais. Fait que je regarde, puis là, je vois pas qu'il y a des messages qui sont rentrés pendant que je dormais, puis je me remets pas avec l'écran bleu à me réveiller, puis à commencer à retweeter des affaires, puis bon. Fait que parce que moi, j'ai un gars qui a des problèmes d'insomnie un peu, là. Okay. J'étais assez insomniaque, je dors pas tant que ça dans une nuit. Fait que... C'est ça, puis le téléphone, je trouve que c'est une source de stress sournoise parce que ça te fait pas stresser consciemment, mais ça active quelque chose dans ton cerveau. Fait que c'est juste de coucher séparé de mon téléphone, déjà ça, c'est une source de stress de moins. Là, évidemment, je travaillais pas, fait que le stress n'était pas le même, mais il y a toutes sortes de choses que je vais essayer de changer aussi. Tu sais, le fait que je suis le seul chef de parti, c'est niaiseux, là, mais qu'il n'y a pas de chauffeur. Puis je me suis jamais formalisé de ça, là. Mais tu sais, dans la dernière année, j'ai conduit 50 000 km avec ma voiture.
Je peux confirmer, je t'ai vu arriver avec ton auto. C'est oui, ça. on n'a pas de chauffeur présent dans la salle. Puis, fait que c'est niaiseux, mais 50, tu sais, c'est 50 000 kilomètres que j'ai conduit de plus que les autres. Puis ça, c'est pas faire de la politique, là. C'est juste me promener aux quatre coins du Québec parce que veux pas, tu peux pas être un chef d'un parti politique au Québec et faire ça juste de ton sol. À un moment donné, il faut rencontrer le monde sur le terrain, puis le Québec, c'est grand. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais voir, comment qu'on peut, tu sais, je peux avoir des bénévoles qui vont m'aider pour me transporter des affaires. Je pense que ça va m'enlever. C'est une source de stress. C'est de la concentration accrue, là, conduire en plus sur des longues distances. Il faut que tu restes là. De la fatigue. Puis surtout que, tu sais, c'est le soir, tu es fatigué souvent. Exactement. Là, tu sais, je reviens à 10, 11 heures, minuit, le soir, sur la route. La nuit, tu vois pas toujours très bien. Des fois, les conditions routières sont pas toujours bonnes. L'hiver, avec les tempêtes, c'est toujours problématique. Fait qu'il y a je pense que ça va falloir. Fait qu'il y a des petites choses comme ça, tu sais, que j'essaie d'isoler quelles sont les sources de stress dans ma vie puis comment je peux travailler là-dessus. Mais on ne devrait pas attendre de faire une crise cardiaque pour faire ça. On devrait tous faire ça, là, parce que le stress, on le sait tous que c'est pas santé. Mais c'est vraiment, le stress, ça vient de des choses vraiment ancrées dans nos vies, dans nos modes de vie, dans notre travail, dans nos hobbies. Fait que c'est très difficile là, de revirer ça complètement de bord. C'est ça. Puis c'est même des relations avec des personnes. Il y a des personnes qui sont dans ton environnement, puis là, tu te dis, ben, tu sais, peut-être qu'eux autres, c'est une source de stress. Il y a peut-être des choses aussi que je fais en parallèle du travail qui me stressent, que je vais essayer d'éliminer. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Là. J'ai vraiment, dans les dernières semaines, réfléchi à ça correctement. Puis j'ai commencé à changer certaines petites choses, mais je vais le faire encore plus dans les prochains mois. Le stress, c'est une pression qu'on se met au quotidien. Nous-mêmes, on est responsable. Les gens peuvent nous stresser, mais ça, on l'accepte. C'est ça, puis à un moment donné, on ne peut pas non plus s'empêcher de vivre puis plus rien faire. Fait que c'est un peu aussi à nous de travailler sur de ne plus être stressé par les choses qui font partie de nos vies. C'est facile à dire, c'est dur à faire des fois. C'est dur à faire, c'est ça. Mais j'en reviens justement à ma question de départ de tantôt quand on n'avait pas encore fait l'intro, mais c'est quoi qui pousse le Éric de la vraie vie à vouloir faire cette vie stressante de politique? Moi, là, j'étais arrivé en politique, c'est un accident. Il faut les gens qui réalisent ça. Là, j'étais à la radio, je faisais le gros salaire, je travaillais 4 heures par jour, j'étais très heureux, tout allait bien dans ma vie. Il est arrivé une crise sanitaire au Québec où j'étais totalement en désaccord avec la façon dont le gouvernement a géré ça. Moi, j'étais un individu qui a toujours été pour la défense des libertés individuelles puis de la démocratie puis des droits civiques. Pour moi, ça fait partie de mon ADN. Puis c'était pas négociable. Puis c'est pas vrai que parce qu'il y avait une crise sanitaire qu'il fallait mettre la démocratie sur pause puis priver le monde de leurs droits civiques puis de leur liberté individuelle. Et quand c'est arrivé, j'ai dénoncé ça à la radio. J'avais la chance d'avoir un micro. J'étais un des rares au Québec qui le fait dans les médias traditionnels. Puis j'ai rapidement compris que c'était pas la place pour le faire. On m'a rapidement fait comprendre qu'il n'y avait plus de publicité des annonceurs privés parce qu'on les avait toutes faites fermer, que c'était le gouvernement qui subventionnait mon salaire, puis que les seuls pubs qui restaient, c'était le gouvernement qui disait qu'il fallait se tousser dans les coudes puis se laver les mains et que je ne pouvais pas avoir un discours totalement à l'encontre du narratif. Comment on t'a fait comprendre ça? Ben, de toutes les façons imaginables et possibles. Là, je veux dire, les gars aux ventes capotaient parce que le gouvernement, c'était le seul qui achetait de la pub. Puis on me disait, là, t'es-tu obligé, après la conférence de presse à Legault, tout de suite de le planter tout de suite après? Tu peux pas dire des affaires positives et négatives, faire la balance, la part des choses, t'es trop d'un côté. Après ça, on me disait, là, ton salaire, c'est la subvention salariale. Tu veux qu'on le perde? Il y avait une autre station, Radio X, pas la nommer, qui venait de perdre les publicités du gouvernement aussi parce qu'il allait dans le même discours. Puis moi, mes opinions n'étaient pas à vendre. Puis je blâme même pas les médias puis mes anciens boss ou mes anciens collègues de travail qui m'ont fait ces commentaires-là parce qu'eux, ils le faisaient parce qu'ils voulaient sauver leur peau, puis c'est légitime. Mais moi, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfant. J'ai la chance de ne pas avoir de grosses responsabilités financières, d'avoir des moyens qui font que je n'ai pas à m'inquiéter de l'avenir. Et moi, ma priorité, c'était pas d'avoir mon chèque de paye à la fin de la semaine, c'était de rester intègre par rapport à mes idées puis mes valeurs. Et j'ai décidé de démissionner. Puis au début, pour être très honnête avec vous autres, quand j'ai quitté les médias traditionnels, je pensais partir un podcast puis faire ça dans mon sol comme vous autres. Puis j'avais décidé que c'était comme ça que j'allais continuer ma carrière. Mais évidemment, le hasard en a voulu autrement. Adrien Pouliot, qui était chef du parti à l'époque, m'a appelé quand il a su ça. Puis il m'a dit, Éric, écoute, je pense m'en aller de la direction du parti, puis tu devrais prendre la place. Les gens dans le parti voudraient que ce soit toi.
Puis quand j'ai dit, j'ai peut-être, je suis arrivé chez nous, mon chum m'a dit, jamais de la vie, t'es-tu fou, si tu fais ça, je te laisse. Fait que là, j'ai dit, OK, là, j'ai rappelé Adrien le soir même, j'ai dit, oublie ça, mon chum veut rien savoir. Mon chum. Sauf que mon chum, c'est un entrepreneur qui a commencé à l'avoir dur, puis qui voyait ses amis fermer les uns après les autres, puis qui voyait les massacres, les dommages de la gestion de la crise sanitaire. Puis à un moment donné, c'est lui qui m'a dit d'y aller. Qui n'était qu'à ses débuts, en plus. Là. Ouais. Puis c'est lui qui m'a dit, gars, faut que tu y ailles, Eric, il n'y a personne qui parle pour nous autres. Et changé là, d'idée. oui, complètement. Puis là, écoute, je suis pas allé là, même pas pour gagner rien, là, parce que j'ai travaillé bénévole pendant 2 ans comme un malade. J'ai pris un parti qui avait 1% des votes au Québec, 400 membres. On a monté ça à 63 000 membres. On a monté ça à 13% du vote aux élections. Puis mon objectif au départ, c'était pas d'avoir un pourcentage, c'était juste de pouvoir offrir une voix parce qu'on avait l'impression qu'on était tout seul au monde à pas être d'accord avec le gouvernement parce qu'on se faisait tellement taire qu'il y a personne qui avait conscience qu'on était nombreux. Puis mon objectif, c'était démocratiquement qu'on puisse s'exprimer. Parce que sinon, on avait 4 partis que c'était toute la même affaire. Là. Fait que moi, je n'étais même pas capable de voter pour un des 4. Je savais même pas c'était quoi la différence entre les 4. Ils disaient toutes la même chose. Avez-vous perdu des membres sur les 63 000 depuis ce temps-là? Ben c'est sûr que les membres se mobilisent en élection. Là. C'est sûr qu'après les élections, il y a eu beaucoup de monde qui n'ont pas nécessairement renouvelé, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup qui votent pour la CAQ là, dans cette gang-là. Je pense pas qu'il y en a qui sont allés au Parti québécois. Je pense pas que ils n'ont pas beaucoup d'autres options. C'est ça. Vous regardez notre vote aujourd'hui, s'il y avait des élections aujourd'hui, on serait plus haut qu'à l'élection. Fait que c'est pas vrai que les gens sont désertés, là. Mais c'est sûr qu'il y a moins d'activités, moins de gens qui donnent d'argent, moins de gens qui renouvellent leurs cartes. Puis c'est normal. Puis on va refaire un sprint puis un blitz quand on va arriver plus près des élections. Puis c'est cyclique, hein? C'est comme ça dans tous les partis, là, c'est 4 ans. Là. Il y a toujours un hype là, quand tu es proche de l'élection, puis après ça, s'il y a un boss, là, que ça descend après. Mais fait que c'est ça, c'est un accident. Je me suis ramassé là comme ça. J'étais un gars qui avait travaillé ailleurs dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, pour promouvoir la démocratie. Puis je me dis, c'est pas vrai qu'au Québec, je ne serais même pas capable de voter dans une élection parce qu'il n'y a pas un maudit parti qui est capable de dire d'autre chose que le message officiel du gouvernement. Fait que c'est comme ça que ça a parti. C'est ça, tu t'attendais pas à gagner là, du tout. Dans je le fond, pensais tu de faire voulais 2-3%. Une autre option. Je me souviens d'avoir avec un ami, C'était j'étais allé au-delà dîner. de tes attentes. Là. Je m'en vais raconter que je me dis là, je pense que je vais me présenter en politique, je vais me présenter comme chef du Parti conservateur. Il dit, t'es-tu malade? Il dit là, c'est quoi ton objectif? Ben, je sais pas, peut-être faire 2-3%. Tu sais, je me dis, si on partait de 1, si on faisait 2-3, au moins on montrait qu'on existe. Mais tu sais, au début, on pensait même pas que j'allais t'inviter au débat des chefs. On pensait pas. Okay. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées après qu'on pensait jamais qu'on allait atteindre ça. Mais au fil, c'est devenu réaliste parce qu'il y avait tellement de monde qui adhérait. Puis il y avait tellement. Tu sais, après la fin de la course à chefferie, ça veut dire 3-4 mois après que j'ai annoncé que je me présentais, on était rendu à 15 000 membres. On avait eu un seul article dans un média traditionnel, c'était dans Le Devoir, quand il y a 3 sénateurs conservateurs à Ottawa qui m'ont appuyé. Mais à part ça, 0. Puis on avait plus de membres que la CAQ. On avait plus de membres dans notre parti que le parti du gouvernement, alors qu'aucun média traditionnel avait même souligné notre existence. Mais les rassemblements, je me souviens à l'époque, les rassemblements que tu faisais, ça pognait. Là. Il y Oui. avait beaucoup de gens qui étaient... Mais on se parlait entre nous autres. Ouais. On réussissait pas à atteindre monsieur, madame, tout le monde qui écoute les médias C'est ça. traditionnels. Mais non, parce qu'ils voulaient pas que tu sortes. Là. On n'existait pas. Non, t'existais pas. Il faisait comme si c'était une lutte à 4. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est vraiment aller chercher des gens. Les autres disaient tout pareil. Puis même, tu sais, beaucoup de gens qui étaient plus à gauche avant, si on veut, tu sais, qui n'étaient pas intéressés par le Parti conservateur avant, mais c'était le seul qui offrait une liberté, un respect de nos droits d'être humain. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est normal que ça Pour des vienne... gens qui n'ont jamais été conservateurs en plus. C'est là. ça, C'est exactement. super. Ça, tu as tellement raison. Il y a beaucoup de gens de gauche qui se sont joints au Parti conservateur, puis les gens trouvent ça contradictoire. Ils comprennent pas. Ouais. Moi, je connais beaucoup des hippies, là, des hippies qui sont devenus plus conservateurs, plus de droite, juste à cause de ce concept de liberté. On a même eu des candidats. Luce Dano, dans Johnson, c'est une femme qui avait été candidate 2 fois pour Québec solidaire, qui a été candidate pour nous. Puis à un moment donné, j'ai arrêté d'en prendre des candidats de QS parce que les gens disaient, ben là, vous êtes rendu QS, puis là, ça crée de la confusion parce que les gens s'arrêtent à l'étiquette. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Ces gens-là, là, d'abord, les hippies, ça se battait. C'était vivre et laisser vivre. C'était exact. Nous autres, c'était libre chez nous, notre slogan. Là. C'était exactement la même chose. Deuxièmement, historiquement, la gauche défendait les pauvres, puis défendait les ouvriers.
Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, la gauche, elle se bat pour que les pauvres puissent plus avoir les moyens d'avoir un char, pour que les jeunes puissent plus avoir accès à une maison. C'est ça qu'ils font. Quand ils disent là, qu'ils veulent imposer des chars électriques à 100% du monde, mais ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens de payer 80 000 $ et plus pour un char, mais ils veulent pas que vous ayez d'auto, ils veulent que vous soyez obligé de vous promener en autobus. Puis quand ils disent aux gens qu'il faut réglementer, puis il faut du zonage, puis il faut empêcher les développements, puis les nouveaux développements, puis les maisons unifamiliales, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? C'est qu'ils veulent que vous viviez en logement toute votre vie, puis vous n'ayez jamais moyen de vous acheter une maison. Puis la preuve, c'est que les maisons sont rendues qu'il n'y a plus personne qui a moyen de se payer. Oui, puis souvent, c'est des bobos de la ville qui nous disent des choses comme ça, mais c'est qui n'a pas besoin de voiture? Ben c'est des gens aisés qui vivent en ville, mais les gens moins fortunés qui sont obligés d'aller travailler à l'usine pour faire vivre leur famille, ils en ont besoin. Ils ne peuvent pas prendre le transport en commun, fait que c'est pas vrai que c'est pour... Puis tu sais, c'est niaiseux, là, mais mon char, mon choix, là, c'est pas les riches qui sont pour ça. Là. Les riches, il y a un moyen de s'en acheter une Tesla à 125 000, eux autres. Là. Mon char, mon choix, c'est le gars qui s'achète des minutes à 4 000. Ouais, moi, mon char tient avec des tailles rap, puis j'en ai besoin. C'est ça. Puis tu ne changeras pas pour une Tesla. Non, c'est ça, exactement. Hey, à me les geler, pas être capable d'ouvrir ma porte, pogner en feu sur l'autoroute. Hey, j'ai des kids, moi, là-dedans. Là. Non. Mais c'est ça, tu sais, avant, on avait une image, tu sais, du parti conservateur. Ben, tu sais, moi, je connaissais plus celui du Canada. Puis, tu sais, c'était, comme on parlait l'autre fois dans le temps, là, Stephen Harper, que, tu sais, finalement, il a fait des bonnes choses pour le Canada. Mais moi, dans le temps, tout ce que je voyais de lui, c'était sa photo de famille avec ses cheveux figés, son Golden Retriever, puis, tu sais, avec les valeurs catholiques. Fait que, tu sais, conservateur, ça nous faisait ça. Puis, on dirait que c'est en train de changer, justement, pour être un parti qui est, surtout au Québec, là, je veux dire, qui est plus lié à la liberté. Oui, puis l'autre affaire qui est très différente, ça va dans le même sens de ce que tu viens de dire, c'est l'âge. Le Parti conservateur, historiquement, on voyait ça comme des vieux, un peu ringards. Aujourd'hui, c'est le Parti des jeunes. Tu sais, le Parti québécois, il y a 2 mois, rendu public un sondage dans la circonscription d'Arthabasca, parce qu'il va y avoir une élection importante dans Victoriaville, puis dans les environs, là, dans la région des Bois-Francs, au centre du Québec. Et le Parti québécois a rendu public un sondage qui démontre que c'est une lutte à 2 entre le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec. Puis ça correspond à nos chiffres aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les 50 ans et moins, on mène le Parti conservateur du Québec par plus de 20 %, alors que chez les 65 ans et plus, on perd par plus de 20 %. Et donc, c'est vraiment un choc générationnel. Puis ça non plus, on n'avait pas vu ça. D'abord, au Québec, on ne se divisait pas en fonction des âges. Il n'y avait pas un aussi gros écart en fonction de l'âge. Puis deuxièmement, c'était surtout pas les conservateurs qui étaient en avance chez les jeunes, puis les gauchistes chez les vieux. Mais les boomers, c'est la génération qui, quand ils étaient jeunes, était à gauche contre ses parents. Mais ils ont vieilli, mais ils ont gardé les mêmes idées, puis ils ont encore le même rêve du 15 novembre 1976, puis sont encore nostalgiques de ça, alors que les jeunes sont ailleurs. Et là, on constate un gros fossé. Puis le défi, nous autres, comme conservateurs, c'est de s'assurer que les gens qui ont 50 ans et moins aillent voter, parce que c'est une clientèle qui vote beaucoup moins. Je te le confirme, on vote plus. Ben non. Les APA, ils vont tous aller voter, puis les CHSLD vont se vider pour aller voter pour la CAQ ou pour le PQ. Mais est-ce que tu sais pourquoi on vote plus? Mais parce qu'on est désillusionné, parce qu'on est cynique envers la politique, puis on a l'impression que ça ne change rien, c'est sûr. Mais en même temps, en faisant ça, c'est pas ça qu'on fait, c'est pas le message qu'on envoie. On envoie le message à dire aux personnes âgées, décidez à notre place. C'est ça qui arrive. La réalité là, de ne pas aller voter, c'est qu'on est en train de dire à d'autres personnes, décider à notre place. Fait qu'après ça, vous ne pouvez plus vous plaindre. Là. Si on a des politiques qui sont complètement déconnectés de notre réalité, qui font qu'on n'a plus moyen de s'acheter un char et une maison, ben c'est parce que vous avez refusé d'aller voter pour que quelque chose change. Mais on n'y croit plus. Mais c'est ça, pas juste ça. C'est que là, là on parle que oui, le Parti conservateur, justement, avec la pandémie, tout ça, nous a ordonné un peu rassembler des gens qui ont eu l'impression qu'il y avait enfin une voix, le côté liberté, tout ça, mais reste que, mettons, comme moi puis Chloé, on va dire, on est plus... on s'est reconnus là-dedans, mais on est quand même encore désillusionnés. Fait qu'on se dit, que ça soit le Parti conservateur qui rentre, est-ce que ça va vraiment changer de quoi dans nos vies? C'est quand même encore tous des politiciens. Puis là, je parle plus globalement. Ils ont encore des amis riches. Ça va changer 2 piastres dans nos poches. Ils vont encore avoir de la corruption. Ils vont rien faire. C'est une grosse machine. C'est sûr, c'est gros. La machine est encore là. Fait que, moi, si on me promet pas de mettre dehors 90% des fonctionnaires, on dirait que j'y crois pas. Mais c'est en partie, c'est ça. Mais il y a aussi le fait que, de toute façon, c'est les boomers qui vont gagner.
Ben ça, attends une minute. Jusqu'à temps qu'ils disparaissent. Là, Mais d'abord, c'est plate à dire. D'abord, c'est pas tous les boomers, c'est comme c'est pas tous les gens qui sont conservateurs non plus, c'est pas tous les boomers qui sont péquistes. Ça, c'est pas tout à fait ça, là, mais c'est plus ça. Puis c'est sûr qu'ils ont le poids du nombre. Hein, puis c'est ça qui est, c'est ça que je voulais dire. qui est assez spécial. Puis il y a un gros problème au Québec, là, puis il va falloir faire appel aux boomers. Puis moi, je vais le faire pendant la campagne électorale, puis même je vais le faire maintenant, si vous voulez. Au Québec, là, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a une génération qui va vivre plus pauvre que celle de ses parents. Ça, c'est pas une position politique conservatrice, c'est une réalité statistique économique. Puis si ça arrive, c'est pas parce qu'on a eu une guerre, c'est pas parce qu'il y a eu un cataclysme, qu'il y a eu une inondation ou qu'il y a eu une tornade, là. Ça arrive parce que ça fait des générations de politiciens qui ont choisi d'hypothéquer l'avenir de la prochaine génération pour acheter la prochaine élection. Ils promettent des chèques à 500$, comme on l'a vu dans la dernière élection, en se disant on va pelleter le pire déficit de l'histoire du Québec sur le dos des jeunes, puis on va leur reporter des taxes et des impôts pour payer les chèques de 500$ qu'on a donnés pour que les gens votent pour nous aux élections. Et à leur électorat. Oui. Et ce cercle vicieux-là, si on ne l'arrête pas, ben ça va péter. Puis c'est pour ça qu'au Québec, on est en... Puis on a un devoir comme être humain, là. On veut tous léguer plus à nos enfants que ce qu'on a reçu de nos parents. C'est un devoir moral qu'on a envers l'histoire puis envers notre descendance. Puis au Québec, on est en train de faire le contraire. Puis moi, j'en appelle aux personnes âgées. Là. Il n'y a rien d'être fier de dire que mes enfants vont être plus pauvres que moi. Il n'y a pas une personne âgée que je connais qui souhaite que ses petits-enfants soient dans la merde économiquement parce qu'elle veut en avoir un petit peu plus avant de partir. Au contraire, bien, l'altruisme que vous voulez avoir envers vos enfants, vos petits-enfants, ayez-le envers la prochaine génération quand vous allez voter. Arrêtez de voter pour des politiciens qui achètent votre vote à court terme puis qui hypothèquent l'avenir de vos enfants puis de vos petits-enfants. Il va falloir que ce message-là, pas juste les jeunes l'entendent, il va falloir que les personnes âgées l'entendent. Il va falloir aller dans les médias traditionnels parce que ça, c'est un autre problème qu'on a. Les jeunes, là, ils sont plus là. Ils n'écoutent pas TVA puis RDI, là, eux autres. Là. Ils vous écoutent, vous autres, puis ils écoutent tous les podcasts, puis ils se renseignent sur les réseaux sociaux. Mais les personnes âgées, là, il y en a plusieurs qui ne me connaissent même pas. Hein? Ils n'ont aucune idée de qui je suis. Ils ne savent pas que ça existe un Parti conservateur du Québec. Où ils ont peur de moi. Puis ils pensent que je veux tuer des personnes âgées. Ils ont cette perception-là. Bien, il faut changer ça. Puis, juste pour vous donner une idée, là, s'il y avait une élection... même que tu veux tuer des gays. Peut-être, oui, c'est ça. On est un parti anti-gay. Mais, juste pour vous donner une idée, là, j'ai fait faire par une firme indépendante une recherche sur la couverture des médias traditionnels au Québec. Le Parti conservateur du Québec, on a 1% de la couverture des partis provinciaux. Mais c'était flagrant aux élections. Là, mais depuis les élections, c'est encore pire. Fait qu'on représente 14%, 15% de l'électorat selon les sondages actuels. On a 1% de la couverture médiatique. Québec solidaire, qui est derrière nous dans les sondages, a 17 fois plus de couverture que nous. Okay? Il y a 17 fois plus d'articles. Puis là, je ne vous dis pas comment que nous autres, dans ces articles-là, ils disent comment on n'est pas bon puis comment que Québec solidaire, c'est le bon Dieu. Là. Je ne suis même pas dans la qualité de l'information. Je suis juste dans la quantité d'information. Donc ça, c'est un gros handicap qu'il va falloir surmonter parce qu'il faut parler à ces gens-là. Il va falloir parler à ces personnes plus âgées puis leur expliquer ça. Puis présentement, c'est difficile. Mais j'ai confiance que ça va changer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont de plus en plus, eux aussi, ils sont en train de faire le virage au niveau de l'information parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que les médias traditionnels sont en train de disparaître ou la qualité est en train d'être diluée. On va essayer de faire en sorte que Green Neuron aille chercher aussi plus un public de personnes âgées. Media now. Puis, fait que ça, c'est une des choses. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu approches une élection, veut pas, les partis donnent un peu plus de place. Puis pour ça, il va falloir que j'ai un député à l'Assemblée nationale. C'est niaiseux, là, mais c'est un passage obligé. Et ça va se passer soit à l'élection partielle dans le Tabasca, soit une autre élection partielle, ou soit on va attirer un député d'une autre formation, comme on avait fait avec Claire Sanson à l'époque, la députée d'Iberville qui était venue me joindre. Si elle n'avait pas été là, Claire, j'aurais jamais pu rentrer à l'Assemblée nationale à l'époque. Mais ça va prendre ça. Si on veut continuer la progression, il va falloir que ça passe par là. Puis t'attends quoi pour te présenter dans une circonscription? C'est où ce que... Très honnêtement, j'attends d'avoir une circonscription qui est, où c'est potentiellement, c'est humainement possible de gagner. OK. Puis si c'est faisable, puis si c'est jouable, je vais y aller. Donc ça, c'est la première étape. Puis l'autre affaire, c'est qu'il va y avoir une élection fédérale avant l'élection du Québec. Et
selon toute vraisemblance, le prochain premier ministre du Canada va s'appeler Pierre Poilievre, qui va être conservateur. Il a promis, vous le savez, qu'il allait vendre Radio-Canada, il allait vendre les studios, puis il allait fermer Radio-Canada, CBC, en fait. CBC, mais on souhaite... Mais c'est ça, on va voir ce qui va arriver pour Radio-Canada, mais il va falloir que Radio-Canada ait soit un système d'information qui soit plus balancé, ou qu'on les balance avec CBC. Il y a une rigidité journalistique qui commence à s'installer un petit peu. Un semblant d'équité au niveau de la couverture. On salue les décrypteurs. Même s'il y en a une, je pense que ça devrait être fermé, ça. Radio-Canada, là. Ben écoute, c'est quoi l'utilité de Radio-Canada? Moi, même si je serais premier ministre du Québec, là, vous comprenez que j'ai pas d'emprise sur Radio-Canada parce que c'est une société fédérale. C'est une décision qui va se prendre aux élections fédérales par les électeurs sur la scène canadienne. Au Québec, on n'a pas ce média-là. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Mais j'en ai toujours eu une que j'ai exprimée très, très fortement à l'époque où j'étais dans les médias traditionnels. Mais maintenant que je suis en politique québécoise, il faut que je respecte aussi les compétences de mes collègues conservateurs au fédéral. Puis je vais les laisser eux-mêmes gérer cet enjeu-là. Mais c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile d'expliquer à des gens qu'on perçoit de leurs taxes et de leurs impôts pour avoir un média qui soit idéologiquement orienté. Puis, je vais aller plus loin que ça. Là. La couverture là, médiatique est tellement en train de changer, puis on l'a vu beaucoup avec l'élection américaine qui vient de se terminer. Là. Donald Trump ne serait pas président des États-Unis aujourd'hui si ça avait été les médias traditionnels qui avaient été les seuls à couvrir l'élection. Si Donald Trump a gagné, c'est parce qu'il y avait les médias alternatifs puis il y avait les réseaux sociaux. Comme les grands grey neurones. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait même pas, je pense qu'il n'aurait même pas gagné l'investiture républicaine. Donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Une émission comme 60 Minutes, qui était la référence ultime aux États-Unis en termes d'information politique, n'a pas eu le 10e de l'impact de Joe Rogan dans la dernière élection fédérale américaine. Et donc, je pense qu'il faut prendre conscience de cette nouvelle réalité-là. Ils ont beau avoir un ego surdimensionné, l'impact réel, surtout chez les 50 ans et moins, est à peu près nul. Moi, je veux juste revenir aussi en lien avec ce que tu dis sur quelque chose que tu as dit tantôt, là, que les votes avaient beaucoup été achetés à coup de chèques de 500$. Moi, j'ai remarqué une autre chose aussi qui me fait peur un peu chez les boomers qui vont voter plus, justement, comme pour la CAQ ou des trucs comme ça. C'est qu'on a beaucoup joué sur la peur. Puis, tout ce qui est plus conservateur, justement, plus à droite, comme justement ce que Donald Trump veut faire, là, congédier des fonctionnaires, diminuer l'État, tout ça, c'est que c'est des gros changements, puis ça fait peur. Puis je trouve qu'on a joué beaucoup là-dessus, puis j'ai peur que tu sais, au Québec, je trouve qu'on est beaucoup comme ça, puis j'ai peur que cette espèce de société de peur, là, de sécurité, de vouloir tout le temps que tout soit sécuritaire, pas trop de changements, nuise aux chances de un jour avoir justement un gouvernement qui va faire plus des vrais changements qui vont améliorer le Québec. C'est une crainte qui est légitime, puis on le voit présentement. Là. C'est correct. Il y a une crise tarifaire, il y a une guerre tarifaire avec les Américains qui se profilent à l'horizon. On a vu François Legault tout de suite utiliser cette crise-là pour dire là, on va continuer à faire des déficits. On va être obligé, malheureusement, on ne pourra pas respecter là, notre engagement de retourner à l'équilibre budgétaire. Donc, on va recommencer à signer des chèques aux entreprises. Il a même utilisé l'exemple, c'est pas moi qui le dis, là. Il a même dit, on va faire comme dans la COVID. Là. On va vous protéger. Ça, c'est effrayant. Mais c'est ça, justement, ça me décourage bien raide parce que, justement, je pense que ce qui est en train d'arriver avec Donald Trump et tout ça, je pense que c'est un coup de pied qui dit, là, il faut qu'on se réveille, il faut faire des gros changements, je pense, pour se sortir de là, pour être au niveau des États-Unis, tout ça. Puis on est en train de faire le contraire. On est en train encore de dire aux gens, ayez peur, faut comme rien faire, faut s'écraser, faut être tout petit. Puis tu sais, faut que François Legault, là, il est très paternaliste dans son approche politique. T'avais jamais remarqué ça? Tu sais, c'était le papa de la nation qui nous parlait dans des grosses conférences de presse quotidiennes. Bonjour tout le monde. Exactement. Et là, il voulait nous rassurer. Mais tu sais, moi, je m'excuse, là, mais moi, je ne veux pas être le père de personne, OK?
Moi, je vais être un premier ministre qui va administrer votre argent, puis qui va vous donner plus d'argent dans vos poches, puis qui va vous offrir des meilleurs services publics. C'est ça le job d'un premier ministre. Ben, on C'est veut pas pas d'être se un faire père. infantiliser, On on veut être autonome, on veut Exact. être des adultes. C'est là, ça l'objectif. Puis ça représente qui, la politique, aujourd'hui? Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui est représenté dans le système politique en ce moment? Mais C'est pour qui, cette politique-là? C'est ça. À qui on s'adresse quand on parle au monde comme à des enfants puis qu'on dit on va jouer au papa de la nation? C'est une bonne question. C'est sûr qu'on s'adresse à des gens qui sont plus insécures de nature parce qu'ils ont besoin d'avoir une figure paternelle comme premier ministre. Mais on les rend comme ça aussi. À mais force de traiter le monde comme des enfants, on les fait devenir des enfants, on les infantilise, on les déresponsabilise, on leur enlève toute autonomie. Là. Puis c'est vrai à plusieurs niveaux, hein. C'est pas juste vrai. Tu sais, je vais vous donner l'exemple, c'est niaiseux, là, mais le système de santé, tu sais, nous autres, on dit il faut qu'il y ait un système de santé parallèle public-privé, il faut qu'il y ait de la concurrence pour offrir les services de meilleurs soins de santé. Puis ça va être à l'individu, au patient, de décider s'il veut aller au public ou au privé. S'il n'y a pas de délai raisonnable au public, il peut y aller au privé, puis le public va payer. Sinon, il peut aussi payer avec une assurance duplicative, une assurance qu'il a payée de ses poches, qui va... Puis ça fait très peur à certaines personnes. Mais c'est ça, j'allais dire, tu t'attaques à des choses qui sont ancrées là, dans la tête de des gens. Mais ça, c'est un pari politique peur, qu'on a là. fait. Là. Nous autres, ce qu'on veut, là, c'est vous donner les outils pour vous responsabiliser. François Legault, il pense, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est la même chose en pire. Là. Eux autres, ils veulent que l'État s'occupe de vous puis qu'il vous contrôle. Et ça On voit ce que ça donne d'un CHSLD. Non, merci. mais c'est ça le débat politique aujourd'hui. Puis ça explique peut-être la division générationnelle aussi. C'est qu'on a d'un côté des partis qui veulent vous infantiliser, qui veulent vous contrôler. Puis moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'ils utilisent de plus en plus le contrôle. Puis à cause de la nouvelle technologie, c'est plus facile à certains égards de contrôler les gens. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on risque de le voir avec la crise tarifaire. Ils ont essayé aussi avec la crise climatique. Je veux dire, c'est des gens, il faut comprendre, ils se nourrissent de la peur puis de crise pour essayer de vous enlever des libertés puis vous contrôler. Il faut qu'on comprenne ça. Si vous ne comprenez pas ce processus-là, si vous ne l'avez pas encore assimilé puis vous pensez encore, oui, mais c'est mondial, puis il faut faire quelque chose, puis il y a juste le go qui peut nous sauver, bien là, il n'y a rien à faire avec vous. Là. Si vous ne comprenez pas le pattern, le fil conducteur, les similitudes entre la crise tarifaire, la crise climatique, la crise sanitaire, je veux dire, vous ne comprendrez jamais. Là. Il y a un lien. Ces gens-là veulent accroître les pouvoirs de l'État puis enlever du pouvoir à l'individu. Pourquoi? Moi, personnellement, je l'ai vécu avec 4 policiers chez moi parce que je jouais aux cartes avec ma mère à Noël. Puis en plus, ils ont violé ma propriété. Ils sont arrivés par la cour, dans la porte patio, dans la cuisine. Puis là, il y avait tous des masques, 2 chars de police, 2 policiers par char. Puis ils sont arrivés chez moi, puis ils sont armés, là, puis tout le kit. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait peur, là. C'est la coercition de l'État pour faire appliquer des lois. Elle n'a pratiquement pas de limite. Et c'est vrai, puis ça a été vrai pour un cas, mais c'est vrai pour tout. Là. Ça fait peur. Puis c'est ça qui devrait nous faire peur. Le fait qu'on utilise... Tu sais, on va faire quoi avec quelqu'un, le gars qui se promène encore avec un char au gaz, là? On va-tu l'arrêter? On va-tu le foutre en prison? Je veux dire, c'est quoi les folies? Ça va aller jusqu'où? Parce qu'à partir du moment où tu donnes le pouvoir à l'État c'est dangereux. de te contrôler, il n'y a rien qui les arrête. Là. Il est censé avoir le code criminel, mais la Charte des droits et libertés puis la Constitution, ça, c'est censé te protéger, même si tu commets pas de crime. Là. Puis là, sortir dehors après 8 heures, je commets pas un crime. Là. Je suis pas censé me faire égorger. Là. Mais tu as dénoncé ça, justement, parce que là, on reparle beaucoup de l'indépendance du Québec. Puis oui. tu as dénoncé ça, justement. Puis là, il y a beaucoup de chicanes à propos de ça. Il y en a qui disent, il faut vouloir se séparer coûte que coûte. Puis d'autres qui disent, justement, on veut pas se séparer puis arriver dans un État qui est encore plus envahissant. Qu'on veut lire le contrat avant. Là. C'est ça. Ça. Toi, tu veux comme une espèce de constitution. D'abord, moi, là, je constate 2-3 choses. Premièrement, s'il y avait un référendum demain matin, le camp du oui aurait la pire défaite de son histoire. Pire que 1995, pire même que 1980.
Donc, et à chaque fois, le Québec est sorti affaibli de ces exercices référendaires-là. Parce En que... 80, on a eu le rapatriement unilatéral de la Constitution à Ottawa par Trudeau qui a enlevé des pouvoirs au Québec. En 1995, on a eu la loi sur la clarté référendaire au lendemain du référendum pour nous encadrer puis nous empêcher de décider démocratiquement de notre avenir, en tout cas en partie. Fait qu'ils ont profité de la faiblesse du Québec au lendemain d'un oui perdant, un Québec divisé, pour nous limiter comme peuple notre liberté. Est-ce que ça va être quoi qui va se passer après la troisième défaite référendaire de Paul Saint-Pierre Plamondon? Parce que ça, il n'en parle jamais. Mais la réalité, là, c'est qu'ils s'en vont dans le mur. On le sait tous. Ben oui, là. Il n'y a personne oui. qui pense que Louis va gagner. Là. Ben non, même ceux qui étaient pour... Mais non, ils savent qu'ils vont perdre. Pour la séparation, on n'est même plus du bord de la séparation. On Ils est savent pas que rendu... Ils savent que Mais c'est non, un parce qu'on a référendum peur, on veut perdant. Ben pas oui. de leur... Le Québec est Comme couché moi. comme des Moi, cartons à terre. je suis un peu indépendantiste Ben, c'est ça. dans l'âme à cause de, C'est ça. de On ma, a viré, là. de ma valeur pour la liberté, mais ça, avec eux autres, non. Non, Mais non. c'est ça, mais ils comprennent pas ça. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver après une troisième défaite? Est-ce qu'on veut vraiment que le Québec recule encore? Parce que, à force de parler, puis ce qu'ils veulent, là, c'est l'indépendance d'un État québécois. C'est pas l'indépendance des Du peuple, Québécois. c'est ça. Ils veulent pas nous donner plus de Mais liberté. non. Ils veulent que le gouvernement ait plus de contrôle sur les Qu'on soit Québécois. encore une plus Puis que ça grosse soit le gouvernement du bureaucratie. Québec qui contrôle tout plutôt que de partager ça avec Ottawa. Mhm. Et c'est ça qui est triste dans le projet indépendantiste du Parti québécois à l'heure actuelle, c'est que c'est un parti c'est un Québec solidaire avec moins d'immigrants. Tu sais, quand tu regardes le programme du Parti québécois, grosso modo, il suggère essentiellement la même chose que QS, à l'exception qu'ils veulent moins d'immigrants. Mais c'est... C'est en cas, tu des immigrants? Ben, moi, Ça- je commence à plus m'en crisser, là. Je trouve que ça fait pas mal. Mais de toute façon, il n'y a pas juste ça. Moi, quand je vois Paul Saint-Pierre Plamondon au congrès de la CSN avec Gabriel Nadeau-Dubois pour dire qu'il ne faut pas donner le choix aux Québécois d'aller au privé ou au public en santé, on a un problème. Qui sont-ils pour faire ces... tu sais, Pour décider à notre place. Puis quand je les vois être tous unanimes, parce que là, tu sais, on parle aujourd'hui, par exemple, des subventions à Nordvolt, puis tout ça, quand c'est arrivé, là, j'étais le seul qui s'est levé pour dire ça n'a pas de sens qu'on joue au casino avec l'argent des contribuables. Ben là, au nombre de taxes il qu'on était paye unanime. en plus. Il était unanime. Comme ils sont unanimes présentement, là, ces tarifs, là, ils vont tous s'enligner, là, ils vont tous se mettre à dire qu'il faut arrêter de boire du jus d'orange de la Floride. On est Puis tous ils à vont la tous- gauche, ça continue, tu sais, ça continue. Non, là, c'est ça, c'est comme, ben, c'est Hey, pas grave, on va se serrer On les est rendu coudes. aux puis bananes. Ouais. on- Et pa- Roxane la banane. C'est Fait ça. que- J'ai failli mais- t'amener une banane puis te faire croire qu'elle était du Québec puis dire qu'il fallait se convertir aux bananes québécoises. C'est de notre faute. C'est à cause de Roxane. Mais Ouais. tu sais, il y a un problème, c'est que le projet indépendantiste au Québec est mené par une gang de gauchistes qui veulent nous enlever des libertés au lieu de nous en donner. Puis je trouve que ça trahit l'essence même du mouvement indépendantiste historique. Puis moi, là, je veux que le Québec avance. Puis moi, je suis un nationaliste québécois, je suis un autonomiste. Je veux que les Québécois aient plus de contrôle sur leur avenir. Sur Pas, leur pas argent. le gouvernement. Je veux que les Québécois aient plus d'argent dans leur poche, qu'on soit collectivement plus riches, qu'on attire les entreprises, les investissements de partout dans le monde, qu'on attire les meilleurs talents. Moi, je veux que le Québec avance. Eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que le gouvernement du Québec engraisse. Et c'est une grosse différence philosophique. Puis c'est pour ça, je pense, que le projet indépendantiste est dans un cul-de-sac à l'heure actuelle. Puis c'est pour ça que je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon puis le PQ actuel, c'est une balloune. Puis je crois pas qu'ils vont avoir un si grand succès que ça aux prochaines élections. Bon, là, Mia, elle se met à grogner après le chien. On Qu'est-ce fait-tu que une t'as, pause? ma chérie? Ouais, c'est Ah, ça. lui ici, il veut monter, hein? Faut Allô? que t'ailles à la toilette. On fait une petite pause pipi. Pause pipi, pause chien. Fait que non, c'est ça. Je me semble que tu avais partagé ma vidéo de vedette là, qui chialait de la haine sur les réseaux sociaux à suite à un article. Louis En fait, Morissette. à ce moment-là, c'était inspiré beaucoup, mais tu sais, c'était inspiré toujours de plusieurs, tu sais, de l'attitude générale des petites vedettes, mais c'était vraiment Louis Morissette qui venait de faire un texte complètement. Ah oui, je me Ben, en fait, souviens. je pense qu'il t'avait blasté Oui, entre autres j'étais là-dedans, dedans. oui. C'est ça. Puis, tu sais, c'était condescendant, c'était plein de clichés, c'était.
sais, je veux dire, c'était mal Moi, j'avais écrit, pas c'était répondu, n'importe j'avais quoi. retweeté ton texte à la place. C'est Puis ça, après ben, ça, il avait ton fermé vidéo. son compte. C'est ça. Puis là, après, en fait, moi, j'ai fait la vidéo parce que là, suite à son texte, j'avais pas réagi, mais suite à son texte, il a dit « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, les gens sur les réseaux sociaux, la haine qu'on reçoit. » Puis là, la pauvre victime, c'est qui s'en va se victimiser dans le magazine Véro de la haine qu'il a reçue de son texte dans le magazine Véro. De son texte haineux. C'est ça. Donc là, j'avais fait ma vidéo. La c'est grande ça. pleureuse. Écoute, c'est tout. Mais ça n'a pas changé, hein? Aujourd'hui, regardez le nombre Non. d'artistes qui Effectivement. se retirent des réseaux Oui. sociaux, particulièrement de X. Puis là, Parce que c'est toxique. parce que c'est un média qui appartient à un milliardaire Psychopathe. psychopathe, Ouais, fasciste. pro-Trump. Ouais. Misogyne. Et donc, il faut se retirer de ça. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a du monde là-dedans, tu sais, qui sont des péquistes notoires, mais ils se sont pas désabonnés du Journal de Montréal. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que, tu sais, c'est comme... il faut que les médias aient des propriétaires qui pensent comme nous autres. Ouais. Mais non, mais là, c'est parce que c'est carrément, là, Elon Musk modifie l'algorithme pour favoriser vraiment les chicanes. On dirait ça, nous autres, on serait c'est- traités de complotistes. Ben, c'est ça, exactement, là, quand Écoute, c'est eux. c'est- Paul Saint-Pierre Plamondon, je sais pas si vous l'avez vu récemment, mais là, il disait que on avait des robots au Parti conservateur pour l'attaquer, là, puis avec les Chinois, Ah oui, puis avec les les Russes, puis sur les réseaux qu'on sociaux. était Oui, là-dedans, qui puis qu'on étaient- avait une affaire d'organiser, puis c'était pour ça qu'il y avait des mauvais commentaires, ces réseaux sociaux. Mais Puis là, c'est je mets nous dans les quel- complotistes. Ben Mais ouais, dans c'est quel ça. monde il vit? Écoute, lui, là, il y a 4 députés, puis il n'y a pas les moyens de faire ça. Il pense que nous autres, pas de députés, on est capable de faire ça, puis on a C'est des ça. budgets que lui n'a pas. Voyons. Puis t'es affilié avec les Russes. Puis je t'affiais avec les Russes, puis les Chinois. Nous aussi, ici, Fait on que est les affiliés robots- avec les Russes. Fait que les ouais. robots. Avec Les les robots, robots. moi, j'aime ça, des robots. Je vais être Je affilié suis sûre aussi qu'on avec est les affilié robots. avec ça. C'est assez hallucinant, le niveau là, de paranoïa. Moi, Puis- je me sens super gros représenté par lui. Puis Par là, les robots. Ouais. Par PSPP. Ah, ouais, par les SVP, Puis tu sais, ouais, ils c'est s'en ça. vont Par sur... les Russes. c'est quoi? C'est sur Blue Sky qu'ils s'en Oui, vont? sur là? Blue Sky, mais ouais, c'est plus sur Blue Sky. Parce que à c'est cette heure. tellement simple, Blue Sky. Ils veulent Ouais. se parler juste entre eux, ils veulent se faire un safe space. C'est très inquiétant. Loin hein. des C'est chambres à écho. l'aboutissement de la culture de l'annulation. Puis c'est très cohérent avec leur idéologie woke. C'est ça qu'on réalise pas. Tu sais, au début, on pensait que c'était une joke puis c'était débile, là. Mais, Puis ça l'arrêterait. Mais oui. Ouais. mais non, c'est très, très cohérent avec leur propre vision du monde. Ils veulent vivre dans des chambres d'écho. Ils veulent bannir la pensée différente. Ils se disent pour la diversité et l'inclusion, alors qu'on n'a jamais eu un mouvement politique Plus aussi excluant. contre la diversité d'opinion, puis contre pour l'exclusion de ceux et celles qui pensent différemment d'eux. Puis on le vit à grande échelle. Puis moi, sans le vouloir, mais je me suis retrouvé un peu comme un symbole de tout ça, hein, parce qu'ils m'utilisent beaucoup comme l'espèce de repoussoir pour justifier pourquoi il faut faire attention. Et c'est quand même assez bizarre, parce que j'ai jamais, en tout cas, si je l'ai fait, c'était vraiment pas intentionnellement, mais j'ai toujours tenté de m'attaquer aux idées des gens, pas aux individus. Puis ça, c'est quelque chose peut-être qui m'a différencié. Même quand j'étais à Radio de Québec, tu sais, on accuse souvent les radios de Ouais. Québec d'avoir accusé des gens de toutes sortes de choses. Moi, j'ai toujours tenté, puis j'ai peut-être pas réussi tout le temps, mais j'ai sérieusement toujours voulu attaquer les idées, pas les individus. Mais comme par hasard, c'est moi qui s'est ramassé, probablement un de ceux qui est le plus attaqué par cette gang-là. Puis ça va loin, là. Je me souviens, en élection, tu sais, des restaurateurs qui voulaient plus que je rentre chez eux. J'avais ouais? plus le droit de rentrer dans des restaurants. Des gens qui, évidemment, qui me bannissent ces réseaux sociaux. Ça, ils ont le droit, là. Moi, j'ai pas... c'est peut-être arrivé une couple de fois parce qu'il y a des gens qui mettent toujours le même commentaire, puis à un moment donné, ça empêche les autres de voir ce qui est écrit. Puis ça est arrivé que j'en ai éliminé quelques-uns. C'est ça, Mais tu j'ai bloques jamais des fois. éliminé OK. ou bloqué quelqu'un parce qu'il pensait différemment de moi. Juste ceux qui spamment, là, Non, vraiment. puis même là. quand j'étais dans les médias traditionnels, j'ai toujours fait un effort pour avoir des invités qui pensent différemment de moi. Je trouvais que c'était super important. Puis je sais que vous l'avez fait vous autres aussi. Je pense que c'est super important de maintenir ce dialogue-là au Québec. Une société démocratique, c'est pas juste d'aller voter aux 4 ans, c'est aussi de se parler entre nous autres. Puis, tu sais, au Québec, on est une petite société en nombre. On a une proximité à plusieurs égards. On est toutes familles éloignées quelque part un peu. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose de positif. Tu sais, quand tu vas dans le Sud, moi, on le voit, là, tu sais, dès que tu vois un Québécois, premièrement, on se reconnaît entre nous, ce qui est déjà unique. Puis il y a bien des peuples qui n'ont pas cette chance-là. Puis tout de suite, on connecte avec les Québécois. Puis moi, je trouve que c'est le fun d'avoir une famille élargie comme peuple. Puis je voudrais pas que pour ces divisions-là, on commence à se subdiviser. Puis c'est ça qui me fait peur du wokisme. Parce que le wokisme, c'est toujours des divisions.
c'est toujours entre les Blancs et les Autochtones, ou les Blancs et les Noirs, ou les hommes et les femmes. Ils catégorisent, ils hiérarchisent les discriminés puis les victimes. Puis il n'y a pas de Puis entre-cases. ça fait que des gens qui sont... Les Québécois, là, on est parmi les plus tolérants au monde. Faut pas se faire d'illusions. Là. Moi, comme gay, je peux le dire. Il n'y a aucune autre société au monde où j'aurais voulu vivre mon homosexualité plus qu'au Québec. Et, ça veut pas dire que c'est parfait, mais non. on peut ça le veut dire pas quand dire que même. tout le monde ça est veut pas dire que personne ça veut pas dire qu'il n'y a pas vit, d'homophobie. c'est ça, Puis à exact. la limite, tu as le droit d'être homophobe. C'est de tes affaires. Mais C'est le ça. système, il n'est pas avec toi, il est avec moi. OK? C'est ça, c'est bien important de le dire, de le préciser. Puis à force de pousser sur les divisions puis d'écœurer le monde, on est en train de créer une société moins tolérante. Moi, c'est ça qui me fait peur du wokisme. Parce que je vois des parents, puis je les comprends. Je vois des parents qui voient leurs enfants venir de la garderie ou de l'école, puis qui les voient arriver avec des contes, avec des théories de genre, puis qui capotent, puis qui se disent « c'est pas ça mes valeurs, puis je veux pas que mes enfants soient exposés à cet âge-là, à ça. C'est à moi comme parent de décider quand est-ce que je vais leur dire que mon oncle Stéphane, c'est avec des garçons qui couchent, c'est pas avec une fille, puis c'est à moi à décider que si mon enfant il est rendu là, puis ma fille puis mon gars, c'est pas au même âge que je vais les embarquer là-dedans. » Mais c'est pas l'école n'a pas à endoctriner mes enfants. L'école est là pour instruire mes enfants. Ils ont de la misère à enseigner les matières de c'est base ça. là, en ce moment. Là. Restez là-dessus. Mais s'il là, vous plaît. quand on écoute le contre-coup, tu sais, comme la contre-opinion de ça, sont comme oui, mais le fait qu'on c'est pas de l'endoctrinement, voyons donc, puis le fait qu'on éduque les enfants à ça, ça évite des suicides d'enfants trans. C'est Puis là, pas leur rôle. ils t'accusent de tuer des enfants trans parce que tu es contre. Écoutez, Tu sais, ça va moi, loin, j'ai beaucoup là. de sympathie pour les gens qui ont des problèmes de dysphorie de genre ou d'autres. Puis j'ai des amis qui ont eu ces problèmes-là. J'ai beaucoup de compassion humaine. Puis moi, là, que vous habillez en gars ou en fille, ça me dérange pas du tout. J'ai pas de problème avec ce que des adultes fassent des choix éclairés. Cela étant, on n'a pas à obliger les enfants ou à exposer ça. Quand l'Assemblée, puis d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis ramassé là, dans les nouvelles, je faisais une conférence de presse sur un tout autre sujet économique qui intéressait de toute évidence pas du tout les journalistes. J'ai eu une question sur une motion qui venait d'être adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Une motion de Québec solidaire qui disait qu'il fallait exposer tous les enfants du Québec aux drag queens dans les garderies puis les écoles pour que le Québec devienne un modèle d'inclusion. OK? Ça, c'était la motion de Québec solidaire. Je la paraphrase à peu près. Absolument. Puis j'ai sorti en disant que si j'avais été député à l'Assemblée nationale, moi, j'aurais voté contre cette motion-là. Pas parce que je suis transphobe, pas parce que je suis homophobe, parce que c'est pas le rôle de l'État de faire ça. Puis s'il y a des parents qui veulent les exposer puis qui veulent les amener voir Barbada, bien, ils iront. Puis ils iront à l'âge qu'eux considèrent que c'est correct, Mais puis ça leur appartient. peux-tu me répéter c'était quoi la motion? C'était les mots qui m'ont fait capoter, là, je vais les répéter textuellement, exposer les enfants du Québec à des drag queens pour faire du Québec un modèle d'inclusion. Ça me rend OK? folle. Les enfants. Oui. Fait que, puis ça, là, c'était une Ça me priorité. rend Ils ont voté ça à l'unanimité. 125 sur 125, là. Fait que là, aujourd'hui, c'est après ça, Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit les woke, blablabla. Ben écoute, il a voté pour ça, lui, là. Je veux juste y rappeler, là. Ben, Fait que- Est-ce qu'on parlait vraiment des drag queens? Parce que là, Oui, je veux oui, juste faire une c'était dans le parenthèse. cadre- Ouais. C'était dans le cadre du débat sur Barbada, parce qu'il y avait eu OK. tous les comptes de Barbada, puis il y avait eu des gens qui s'étaient soulevés contre ça. Puis eux autres, c'était en Avec réaction. raison. Je veux juste, parce que j'en parle souvent, puis on dirait que les gens ne catchent pas encore, mais une drag queen, c'est un homme qui s'identifie souvent en tant qu'homme, qui est déguisé en femme, puis qui parodie. fait un show. C'est Ça n'a rien burlesque, à, ça c'est n'a vulgaire rien à souvent. voir avec les personnes trans, puis on en a déjà parlé, puis c'est même, selon moi, tu sais, moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont une dysphorie, les personnes qui sont trans. J'ai aucun problème que les gens s'habillent comme ils veulent, fassent ce qu'ils veulent. C'est juste que drag queen et personnes trans, ça n'a aucun rapport. Puis je comprends même pas. Je trouve qu'ils sont insultants envers ceux qui disent défendre les personnes trans. Je trouve qu'ils sont insultants envers eux. C'est quoi le rapport des drag queens? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, une drag C'est- queen, c'est pas pas à la même base, là, chose. c'était pour faire des spectacles en fin de soirée quand t'es un peu sous puis tu ris des jokes un peu cochonnes. Tu sais, la base, Oui. moi, c'est comme ça que j'ai toujours connu drag queen. C'est Puis moi, en des tant que gay, performances de dans les bars showbiz, gays, il y en avait femmes. des shows de drag. Puis j'ai toujours C'était aimé des ça. hommes gays, c'était pas Ben des oui. trans. Mais non, pas pantoute. C'est ça.
Fait que je C'était comprends des gars. pas Puis c'était une caricature de la femme. Oui, Les exactement. femmes aussi pourraient être insultées. Oui, à Ben, la moi, je te limite. le confirme, je le suis. Je le suis. C'est ça. Fait- Ben, en fait, moi, je le suis pas. Si ça reste une performance, une joke, un spectacle, je suis pas le genre à être outrée. Sauf que là, qu'on vienne me faire la morale vertueuse d'essayer de m'inculquer des nouvelles valeurs, alors que, excuse, t'es une personne qui fait du spectacle puis qui se déguise en femme. C'est quoi ta compétence pour Ben, moi, t'adresser aux rendu enfants où puis on parler de est, questions c'est complexes ça. comme l'identité de genre? C'est quoi ta Ouais. compétence? Quel diplôme elle a, Barbada? Puis elle est enseignante, c'est déjà pas si pire, mais elle est même pas enseignante là-dedans, mais c'est pas Mais grave. il est enseignant parce Il, que ouais, c'est ça, un homme. là, ouais. Mais Barbada, ici, non, je sais C'est pas, un en tout cas, je sais pas personnage, trop. là, Là. ouais. Mais c'est ça, c'est quoi? Puis juste de soulever ça, écoute, j'ai eu 300 articles Ouais. là-dessus. Puis, tu sais, les journalistes, après ça, disent « Ah, ils parlent juste des dragues. » Excuse-moi, là, c'est une conférence de presse, c'est un sujet sur le... En fait, le vrai sujet, cette journée-là, c'était le travail des enfants. J'étais le seul, encore une fois, qui était sorti en disant « Écoutez, puis j'étais avec un père de famille, un avocat de la Beauce, que sa fille travaille à la résidence personnes âgées de sa grand-mère. Elle a 13 ans, puis elle servait des repas avec des cabarets le midi puis le soir. Elle allait pour les personnes âgées. Puis ça permettait un lien intergénérationnel. Puis cette petite fille-là, comme ses amis, ont été congédiés parce que le gouvernement a décidé qu'on ne pouvait pas faire travailler des enfants de 13 ans au Québec. On rendait ça illégal. Et moi, je suis sorti contre ça en disant c'est du cas par cas, puis c'est aux parents à décider, c'est pas au gouvernement. Puis tu le sais à quel âge ton enfant. Il y a des enfants à 13 ans qui sont capables, il y a des enfants à 16 ans qui ne sont pas capables. On veut déresponsabiliser les parents. Pour moi, l'autorité parentale, c'est fondamental. Un enfant, c'est pas le gouvernement qui a le pouvoir sur l'enfant, c'est le parent. Fait que j'étais sorti pour parler de ça. Ça n'a pas intéressé les médias, évidemment. Ce qui a intéressé les médias, c'était ma réponse sur le fait que j'aurais voté contre la motion de Québec solidaire. Puis, c'est parti en vrille, c'est devenu complètement fou. Et je me suis rendu compte que la majorité des gens pensent comme nous. Les parents, là, ils en ont rien à foutre, là. C'est pas ça. Puis ça fait pas d'eux des transphobes ou des homophobes ou des draguephobes, là. C'est juste qu'ils veulent pas se faire écœurer avec ça. Puis il faut respecter aussi... Puis le respect, là, il n'y a pas juste les dragues, puis les gays, puis les trans qui ont droit. Là. Tous les parents du Québec ont aussi le droit au respect. Et les enfants aussi, là. Puis il y a des gens aussi qui ont des valeurs religieuses. Moi, non, mais il y en a qui en ont profondément. Puis il faut respecter ça. Puis ces gens-là, ça ne fait pas d'eux des mauvais citoyens. Et il faut arrêter de les juger parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs morales que d'autres. Puis le rôle de l'État, c'est pas de moraliser le monde, c'est d'avoir un environnement où on a une société pacifique, où tout le monde peut réaliser ses rêves et ses ambitions. Et malheureusement, c'est plus ça au Québec. On a une classe politique qui est complètement déconnectée de ça. Puis je sais que le mouvement woke comme tel est en train de reculer. Tu sais, on le voit là, aux États-Unis. C'est ça, je me demandais qu'est-ce que tu en pensais parce qu'on se le fait souvent demander. Moi, j'étais comme ambivalente par rapport à ça. Tu penses qu'il recule? Bien, je pense que dans l'opinion publique, oui, parce que OK. les gens réalisent qu'est-ce que c'est. Au début, les gens ne savaient pas. Ils Mais confondaient. là, c'est rendu trop loin, là. C'est ça. Là, c'est rendu tellement loin Mais que les gens on ont a pris l'impression, conscience. puis les médias commencent à plus en parler, mais là, justement, avec tous les départs de Twitter, de X, des gens, là, comme on disait tantôt, là, bon, tout le monde en parle, vient d'annoncer qu'il quittait X aussi. J'ai l'impression que c'est encore comme... Puis, tu sais, j'ai vu encore l'autre fois des chroniqueurs qui étaient là, « Ah, la droite sont plus parlables, nanana. » J'ai l'impression que c'est encore là quand même. C'est-tu comme les derniers résistants qu'on voit Non, ils sont encore sur encore les là, réseaux mais ils sont en sociaux, train de se créer des chambres d'écho. C'est ça. Puis ils vont se parler entre eux autres, leur safe space, mais qui s'en créent. Moi, j'ai rien contre ça, des safe space. Là. S'ils veulent s'en créer parce qu'ils sont trop fragiles, c'est leur problème. Mais de façon générale, l'opinion publique n'est pas du tout avec eux. Et ça, je pense que c'est très positif. Aux États-Unis, vous avez vu ce qui s'est passé dans les derniers jours. Là, on voit que toutes les divisions de diversité, égalité, inclusion sont toutes en train d'être abolies. Les sports où les hommes compétitionnaient contre les femmes, ça va être une chose du passé aussi. L'endoctrinement avec les théories de genre dans les écoles pour les enfants, c'est aussi terminé. Puis je pense que ça va gagner de l'importance au Québec. Là, j'ai vu que Pierre Poilievre aussi est sorti en disant qu'il y avait deux genres. C'était les hommes et les femmes. Il avait bien suivi son cours de biologie 101. Là. Il faisait semblant. Je sais pas de quoi tu parles. Il y en a-tu Ben, c'est de ça, quel autre qu'il y aurait? Il a juste répondu t'es-tu au courant qu'il y a plus qu'un mâle et une femelle? C'est ça. Puis moi, tu sais... Manon Massé.
qui a vous avez capoté vu avec ça. Oui. J'ai pas vu, non? Hey, elle était comme ici, au Québec, on n'a pas juste 2 genres, OK. puis retourne chez vous. Moi puis Chloé, on a fait une chronique l'autre jour sur qui avait 72 genres. On a parlé des Ouais, 72. ben c'est ça, Ouais. juste avant que ça Il y sorte. avait un titre dans le journal, là, je me souviens plus du titre exact. Je sais pas si j'ai le temps de le trouver, mais écoute, ça m'a vraiment frappé parce que je me suis dit, mais au début, je pensais que c'était une parodie, tiens. Pierre Poilievre ne connaît que 2 genres. Ses propos inquiètent la communauté LGBTQ avec l'arrivée de Trump. OK, ils ont tout mêlé, c'est le titre du journal. Là. Il manquait juste les changements climatiques Ben avec ça. Mais l'arrivée de Trump nous rappelait aussi le COVID. Mais là, attendez, là. Pierre Poilievre ne connaît que 2 genres. Fait que là, c'est comme si c'était un scandale, OK? Ouais. Scandale! Le numéro 1. Ses propos inquiètent la communauté. Moi, ce qui Il en m'inquiète, connaît là, juste 2. c'est tous les politiciens qui en connaissent plus que Ouais, 2. c'est ça, Premièrement, qui je veux savoir connaissent les combien, de 72. quoi ils parlent. Tu sais, Est-ce que Manon tu les Massé, vois? c'est quoi tes 72 Est-ce genres? qu'ils sont dans la pièce Est-ce qu'ils ici te avec parlent? nous? Puis ça représente combien de monde? Et puis c'est quoi le rapport avec Trump? La biologie, moi, Trump n'existait pas, puis je connaissais pas Trump, mais je savais qu'en biologie, on m'avait enseigné qu'il y avait 2 genres. il y avait 2 genres, c'était masculin ou féminin. Ouais. Là. Mais peut-être qu'il va falloir C'est revenir et n'importe dire quoi, le là. sexe biologique à la naissance. Peut-être que c'est ça la confusion, c'est qu'en utilisant le mot Pénis, genre, vagin. Mais c'est on ça, a puis- comme dilué le concept. Mais la base, là, quand on demandait un Ouais. formulaire, là, sexe, C'était sexe, puis masculin ou féminin. Puis là, aujourd'hui, on Ne marque sais genre, pas. mais là, c'est genre, parce qu'on écrit genre plutôt que sexe, là, ça veut dire qu'on parle plus de la même affaire. ben, je me suis rendu compte que moi-même, je me suis fait prendre à ça, puis que j'ai commencé à dire genre. Puis là, dernièrement, il y a quelqu'un qui. Tu sais, j'ai vu une couple de gens dire c'est sexe qu'on dit, pas genre. Puis là, j'étais comme, hey, même moi, je dis genre, je dénonce ça, puis je suis rendu que je T'es dis. Puis là, je woke. suis rendu mêlée. Puis même sexe, il faut C'est faire ça. attention parce que là, il ne faut pas parler d'orientation sexuelle ou de quelque chose qui a rapport avec la sexualité. Donc, il faudrait dire le sexe biologique. C'est ça. Donc, tu sais, ça finira plus. Là. On est rendu dans le. Tu sais, c'est de l'enculage de mouche, le rendu là. Mais tu sais, t'es un gars ou t'es une fille, puis quelqu'un, justement, qui a une dysphorie de genre, ben c'est quelqu'un qui est pas bien dans le sexe qui a été assigné à la naissance, puis qui souhaite s'identifier. Puis c'est correct, là, puis il faut encadrer ça. Mais de là à dire qu'il y a plusieurs genres, moi, ça m'inquiète beaucoup. Là, qu'un politicien me dise qu'il y a 8 genres, là, il est weird. Là. Moi, tout ce qu'ils disent m'inquiète, honnêtement. là. Je suis comme... Il n'y a rien qui vont dire que je vais pas être comme... Ils sont inquiétants. Ils sont inquiétants. C'est Mais ça. tu parlais de Trump... Mais faut pas virer parano non plus. Tu sais, s'ils disent de quoi d'intelligent, c'est Ben, correct. ça, c'est Oui, il faut rare. être capable de C'est le dire. rare. C'est juste, Faut c'est pas rare. juste être tout le temps dans la Ben, négation. Là. Moi, je veux revenir sur Trump parce qu'en lisant l'article, comment tu vois son arrivée, les répercussions, puis que penses-tu de l'annexation? Mais Ouais. d'abord, c'est sûr que l'arrivée de Trump, il faut en prendre acte. Moi, je suis pas un Américain. J'ai pas voté à l'élection américaine. J'ai pas à prendre parti dans des élections qui ne sont pas les nôtres, comme les autres n'ont pas à prendre parti pour les élections québécoises. Cela étant, moi, je respecte la démocratie. Il y a 76 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. C'est pas toutes des caves, des imbéciles puis des édentés. Moi, je pense qu'il faut prendre acte de ça. Il faut respecter la décision des Américains puis il faut faire avec. Les politiques de Trump, ils ont des conséquences pour nous. Il y en a des positives, il y en a des négatives. Les négatives, c'est la menace, évidemment, des tarifs. Et ça, il va falloir trouver une stratégie. Et parce qu'à la base, c'est sûr que quand il dit qu'il faut mieux protéger nos frontières contre l'immigration illégale puis contre le fentanyl, c'est difficile de ne pas être d'accord avec lui. Absolument. Je pense que tout le monde au Québec est d'accord avec le fait qu'il faudrait mieux contrôler Puis on la voit, la l'entrée différence. des drogues dures, puis il faudrait mieux contrôler l'immigration illégale qui est en croissance phénoménale chez nous, particulièrement au Québec. Oui. Donc ça, je pense que c'était quelque chose. L'autre truc qui est une opportunité quant à moi, Donald Trump a, en arrivant, décidé qu'il arrêtait les folies vertes et que c'était terminé les subventions, notamment là, aux batteries, puis à la filière batterie, puis toutes ces conneries-là. Au Québec, on a mis des milliards là-dedans. On ne pourra pas aller à sens contraire du reste de la planète. Les fabricants automobiles, ils ne se basent pas sur le marché du Québec pour choisir la prochaine génération de véhicules. Ils se basent sur le marché américain, qui est le plus important au monde. Il va falloir prendre acte de ça, puis il va falloir faire un virage dans nos politiques publiques sur cet enjeu-là. Un virage On- au gaz. On vient de parler de ce qui se passe avec les théories de genre. Ça aussi vient d'avoir un important virage aux États-Unis. Il va falloir en prendre conscience. Il va falloir nous autres aussi s'adapter à ça. L'autre élément, c'est les baisses de taxes et d'impôts. Donald Trump veut réduire la taille de l'État, veut congédier beaucoup de fonctionnaires, veut remettre plus d'argent dans les poches des contribuables. Le Québec, on est l'endroit le plus taxé sur le continent. Il va falloir prendre acte de ça. Il ne faut pas que l'écart entre le Québec et le reste du continent soit encore plus grand. Il va falloir, nous aussi, qu'on se serre la ceinture. Puis finalement,
il y a toute la question énergétique, parce que veut pas, Trump, il est en train de faire du bullying, puis quand il parle justement là, du 51e État, d'ailleurs, je suis même pas sûr si c'est une boutade ou si ça commence à être vrai. Moi, là, je pense parce que ça Il y en a commence à être reparlé vrai. sur là. deux clair, fois, là, là. c'est ça. Mais moi, je pense que notre vraie autonomie, notre vraie souveraineté, là, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est stratégique dans le développement économique d'un peuple. Et au Ça Québec, aussi, ça fait peur aux gens. au Québec, on a la plus grosse réserve de gaz naturel Mais non qui nous exploité appartient au plus. monde. OK? Oui, Sous nos On pieds, l'exploite juste pas. on a choisi. Puis la CAQ, là, François Legault, moi, j'ai voté pour lui en 2018. Là. Il nous avait dit, il avait même écrit un livre, puis un chapitre entier où il disait qu'il allait faire du Québec la Norvège d'Amérique, puis qu'on allait exploiter nos hydrocarbures. Il est arrivé au pouvoir, il a adopté une loi pour empêcher toute forme d'exploration ou d'exploitation de notre sous-sol. Et ça, la Norvège se sert de cet argent-là pour Pour faire une électrifier. transition énergétique pour amener des trucs plus puis écologiques. elle s'est enrichie, justement, puis elle est c'est très, ça. très riche aujourd'hui par rapport à nous. Mm. Donc- Est-ce que pour les gens qui restent alentour de où ce qu'on on ferait ça serait dangereux pour la nappe phréatique? Bon, ben ça, c'est une bonne question, là, mais la première étape, c'est de permettre d'abord de finir l'exploration, parce que ça, c'est important de savoir exactement où ça se trouve. Deuxièmement, les gens qui sont là, ben, il faut qu'ils acceptent. C'est sûr que ça prend de l'acceptabilité sociale, mais malheureusement, c'est pas ça qui drive le gouvernement dans ses décisions. Puis je vais vous donner un exemple. C'est le projet GNL Québec au Saguenay. Il y avait un investissement de 14 milliards qui était prévu pour GNL Québec au Saguenay. Tout allait bien. L'idée, là, c'était d'amener un pipeline de gaz naturel de l'Ouest, de le transformer en gaz naturel liquéfié, le GNL, c'est ça que ça veut dire, et de mettre ça sur des bateaux, puis à alimenter des centrales n'importe où dans le monde avec du gaz naturel liquéfié. Il y avait de l'acceptabilité sociale au Saguenay. L'écrasante majorité de la population du Saguenay était d'accord. C'était sur les terres du port du Saguenay. Mais là, ce qui est arrivé au Saguenay, c'est que le gouvernement Legault a fait un virage à 180 parce que les écolos de Montréal se sont opposés. Fait que c'est pas les gens localement qui s'opposent. C'est toujours la même petite clique d'écolos. C'est les nos chroniqueurs bobos. de Montréal. Ben, c'est ça. Mais c'est ça qui est arrivé. Puis la même chose est vraie là, dans la vallée du Saint-Laurent, là, parce que le gaz naturel, il y avait eu une tentative un peu plus tôt, et c'était principalement dans le coin de Bécancour, le Binière, puis tout ce coin-là du Québec, là, où il y avait des gisements de gaz naturel importants. D'ailleurs, le gaz naturel, ça existe, là, c'est naturel. C'est pas pour rien qu'on appelle ça naturel. Là. Il y a des gens dans leur sous-sol que tu mets le feu, puis il y a des gisements où tu es capable d'allumer le feu naturellement. Là. J'aimerais ça, parce que moi, c'est long. Dans Tu pourrais chauffer ton sous-sol avec ça. Mais ces gens-là qui avaient signé des droits avec les compagnies qui ont des droits, bien aujourd'hui, on leur a banni leurs droits. Puis c'est pire que ça. Il y a des compagnies qui aujourd'hui poursuivent le gouvernement du Québec pour des milliards. Puis le gouvernement, on risque de payer comme contribuable des milliards, peut-être même des dizaines de milliards de dollars à des entreprises comme Quester, comme Utica, comme d'autres compagnies qui avaient des droits au Québec, parce qu'on a refusé d'honorer les droits qu'on leur avait donnés. Et on va payer comme s'ils avaient exploité, puis on va leur donner le profit aux pétrolières pour du gaz qui n'a jamais été exploité. Fait que les Québécois, non seulement s'enrichiront pas avec le gaz, mais vont s'appauvrir parce qu'ils ont du gaz en dessous des pieds. C'est complètement le monde à l'envers. Puis présentement, là, quand Donald Trump dit qu'il veut tarifer, là, il veut mettre des tarifs sur nos produits, là, il y a plus que le tiers, presque 40% du gaz naturel qu'on consomme au Québec là, pour se chauffer ou pour allumer le poêle. Ou moi, j'ai un poêle au gaz chez nous, là. Bien, ce gaz-là, il y en a 40% qui vient des États-Unis. Fait qu'on importe... Qu'on pourrait exploiter le nôtre, mais on en consomme autant, mais ça vient d'ailleurs, puis on Puis l'achète. c'est plus polluant parce qu'il faut le transporter de très loin, en Pennsylvanie OK. notamment. Puis donc, si on le produirait localement, t'évites ça. On pourrait aussi, si on avait été de l'avant, puis si on pouvait liquéfier ce gaz-là, puis l'envoyer en Europe, il y a des centrales présentement en Allemagne qui ont été converties, qui sont redevenues au charbon parce que la Russie, évidemment, il y a un conflit en Ukraine, comme vous savez, puis il y a des problèmes, ils ne vendent plus leur gaz comme avant à l'Allemagne. L'Allemagne manquait de gaz, donc a été obligée de convertir tes centrales qui aujourd'hui polluent 60% de plus. Mhm. On pourrait aider au niveau de la pollution atmosphérique si c'était du gaz québécois plutôt que du charbon dans les centrales présentement en Allemagne. Mais au nom de l'idéologie environnementale, on accepte de polluer plus, de faire venir notre gaz de plus loin, puis d'appauvrir le Québec. Tout ça parce qu'on est dogmatique puis qu'on a écouté les écolos de Montréal. Mais comment ça? Je veux dire, à quel point les écolos de Montréal peuvent avoir cette influence-là? Tu dis que Legault était pour ça à la base, puis il a reculé juste à cause d'eux. C'est qui, eux, pour Ben, y faire peur comme ça? C'est sûr que médiatiquement, dans les médias traditionnels, il y a beaucoup d'activistes environnementaux. C'est des questions qui les intéressent beaucoup. Moi, quand je fais une conférence de presse sur l'économie, je peux vous dire qu'il
ils ont de la misère à faire une règle de 3. Puis quand je leur parle d'économie, là, les yeux sont gros de même puis ils ne savent pas de quoi je parle. Quand je commence à parler des GES, là, par exemple, oublie ça. Là. Ils sont capables de donner des cours universitaires de niveau maîtrise ou doctorat. Donc, c'est des gens qui sont surspécialisés là-dedans. Puis c'est des questions qui les interpellent beaucoup. Puis c'est beaucoup des activistes, beaucoup plus que des journalistes pour plusieurs. Et ça explique pourquoi Legault a reculé, je pense. Je pense que ça, il a eu peur de ça. Puis il a eu peur d'avoir mauvaise presse, d'avoir les écolos sur le dos. Puis il a choisi la voie de la facilité. Puis l'autre affaire, c'est qu'il n'y avait aucune opposition qui disait, il remplit ta promesse. Tu avais 3 partis d'opposition qui sont encore plus écolos que Legault, puis sont encore plus contre l'exploitation de nos ressources, puis sont encore plus à gauche. Fait que c'est un cercle vicieux, puis c'est pour ça que ça prend des députés conservateurs à l'Assemblée nationale. Moi, j'aurais été le seul avec les députés conservateurs à se lever pour rappeler son livre, puis rappeler pourquoi c'est important, puis c'est urgent. Puis là, même présentement, là, comment ça se fait qu'il se passe ça aux États-Unis, puis il n'y a personne qui même parle de l'importance d'être autonome puis indépendant en matière énergétique. Le PQ, ils sont supposés être un parti là, indépendantiste. Pourquoi qu'ils veulent qu'on soit dépendant du pétrole de l'Alberta puis des États-Unis? C'est supposé être indépendantiste. Ils devraient être les premiers à dire on veut du pétrole québécois puis on veut du gaz mais québécois. Là, justement, c'est encore pire. Trump veut le faire, donc c'est mauvais. C'est le chien qui se mord la queue. Hein? Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose au Québec qui va bien en ce moment? Ben, il y a plein de choses qui vont bien. Là, il y a des gens heureux. Là, il y a des non, mais je voulais dire, dans notre façon de diriger la place, là, maintenant. Il y a 2 gentils chiens. Non, je pense pas qu'on a eu un gouvernement aussi mauvais. Autant à Ottawa qu'à Québec, hein, ça a été vraiment la tempête parfaite. Je pense qu'on a eu 2 gouvernements vraiment médiocres à plusieurs égards. Je regarde les finances publiques, on a les déficits les plus élevés de notre histoire. C'est pas moi qui le dis, là, c'est des chiffres. Là. Jamais le Québec et le Canada se sont endettés aussi rapidement qu'on s'endette présentement. Jamais la machine bureaucratique a été aussi grande. Jamais les citoyens ont été privés autant de leur liberté fondamentale. Et ça, pour moi, je vois pas de positif là-dedans. Là. Puis, ce qui m'inquiète le plus, c'est que peu importe ce qu'on a voté, on se ramasse avec des gouvernements qui nous mentent. Et, tu sais, l'exemple parfait, puis ça explique peut-être pourquoi la CAQ est en train de dégringoler, mais nous autres, à Québec, le 3e lien, c'est un exemple. Là, que vous soyez pas au compte, c'est pas important. Là. Mais mettez-vous dans la peau là, de l'électeur à Québec qui vote pour un gouvernement qui promet ça, puis que dès le lendemain de l'élection, il apprend que c'était juste, il s'est fait rouler dans la farine, puis c'était juste pour gagner les élections. C'est pour ça qu'on vote pas. Ils n'ont jamais cru. Puis, ben, si tu votes pas, c'est parce qu'à ce moment-là, tu laisses ces gens-là gagner. Tu comprends? C'est ça le paradoxe. Tantôt, justement, ça revient à ce que je disais que justement, on vote pas. Puis, tu sais, moi, il faudrait que ça soit super drastique, qu'il y ait moins d'États, moins de règlements, tu sais, qu'il y ait des gros changements là, qui se fassent. En fait, tout ce que tu dis, ça me parle. C'est juste que j'ai de la misère à croire que quelqu'un va le faire pour vrai. Toi, mettons, là, demain, t'es premier ministre du Québec, là, est-ce que t'es game d'aller couper dans l'État, d'aller faire des gros changements? C'est sûr Est-ce qu'on peut enlever des lois en tant que premier ministre? Il faut être réaliste aussi, puis c'est là que ça entre dans ce que vous dites. Il faut qu'on tape sur 4-5 affaires. On ne pourra pas tout réformer en l'espace de 24 heures. Mais comme Trump, il l'a fait, utopique. Lui, il a signé des affaires dans il nuit. a signé 11. Il en a fait 11, mais c'est déjà énorme. Est-ce que c'est réalisable ici au Québec? Au Québec, c'est pas un système présidentiel. Il y en a, c'est différent au Québec. Il en a fait aussi, 11, mais il a enlevé, je pense, 78 autres. Mais là, il y en a combien? Mais attendez, il y en a combien qui vont être contestés devant les tribunaux? Il y en a combien qui vont être adoptés par le Congrès ou le Sénat? Il y en a combien? Il y a toutes sortes de processus. Mais comme nous, monsieur, madame, tout le monde, on ne sait pas ça. Mais il a annoncé ses intentions, puis il a signé des décrets. Maintenant, qu'est-ce qui va se rendre jusqu'au bout? On va calculer ça en quelques années. Mais moi, je pense que, réalistement, il faut dire, regarde, on va faire 4-5 affaires. Là. Moi, ce que je veux faire en priorité, là, c'est mettre plus d'argent dans vos poches. Donc, réduire les dépenses du gouvernement, puis réduire les taxes et les impôts des citoyens. Pour moi, ça, là, c'est l'affaire fondamentale. En coupant dans les bureaucrates? Tu n'as pas le choix. Okay, tu coupes les dépenses, il faut que tu élimines du monde qui ne serve à rien. OK. Bon. La job de Elon Musk aux États-Unis. Elon Musk, ils l'ont fait. Là, toutes les directions d'équité. Moi, je peux être ton Elon Musk si tu veux, puis aller t'en couper des fonctionnaires. L'efficacité énergétique, l'efficacité gouvernementale, qu'ils appellent ça. La deuxième chose, moi, je veux qu'on ait du choix en santé. Moi, je veux qu'on ait des meilleurs soins. Puis ça passe par de la concurrence dans le système de santé. Donc ça, je pense que c'est important. Il faut rentrer la notion de compétition
dans le système de santé. Puis le reste du travail va se faire tout seul. C'est pas moi qui va décider. C'est chaque patient du Québec Ça qui va aussi, voter. les boomers doivent comprendre qu'on n'a peut-être pas un si bon système de santé que ça, puis il est peut-être pas si gratuit que ça. Non, puis il n'est pas gratuit, il coûte un C'est bras et une ça. jambe. Fait que ça, tu sais, ça, c'est un exemple très concret. L'autre exemple que je pense que c'est hyper important, je l'ai dit tantôt, au niveau de nos ressources naturelles, il faut créer de la richesse aussi. C'est bien beau couper, là, mais il faut créer de la richesse aussi. Puis ça passe par nos ressources. Puis Le Québec s'est toujours développé par ses ressources, que ce soit le bois, que ce soit l'hydroélectricité. Là, je pense qu'il faut que ça soit le gaz. La prochaine étape, il faut que le Québec exploite ses ressources. On a la chance d'avoir un des territoires les plus riches au monde. Il faut l'exploiter. Fait que ça va être une priorité Puis importante est-ce qu'on pour peut nous. comprendre que ça va pas dévaster la nature du Québec, qu'on va pas se retrouver avec juste de l'asphalte puis 3 arbres qui brûlent? Ça Parce que ressemblera pas à les gens, Montréal, non, là. mais c'est vrai, les extrémistes de gauche puis les boomers, ils C'est une bonne pensent ça, question. là, que le Québec va être en feu puis qu'il y aura plus d'arbres. D'abord, il puis faut que, comprendre tu sais, que ça a beaucoup évolué, les technologies au niveau de l'exploitation du gaz naturel. Il y a de moins en moins là, de ce que vous voyez à la surface, là, puis de plus en plus c'est souterrain, de moins en moins aussi d'eau qui est affectée parce que le fracking OK. est une technologie qui évolue très rapidement, mais qui est de moins en moins polluante. L'autre élément, c'est que les... tu sais, il y a une hypocrisie là-dedans. Là. On ne dit pas aux Québécois d'arrêter de consommer du gaz. Là. On dit on va l'importer plutôt que de le produire localement. Fait que ça veut dire on veut qu'ailleurs, eux autres, ils massacrent, entre guillemets, parce que c'est pas ça, là, mais qu'ils massacrent leur environnement pour que nous autres, on préserve le nôtre. Il y a quelque chose de très, très égoïste. Oui, parce que dans leur- quand on s'en fait pour la planète, on s'en fait pour la Ben, planète c'est au ça. complet. Là, comme tu L'environnement disais, arrête pas aux en frontières. Allemagne, ils brûlent du charbon. Fait que là, à cause ça. de nous, on est, tu sais, c'est comme Puis, en tu sais, train quand de on polluer. dit qu'il faut être là. carboneutre, ben, si on pensait juste comme eux autres, là, ça voudrait dire qu'on l'est déjà. Parce qu'au Québec, on a tellement d'arbres, on a tellement de nature, puis on a tellement peu de population sur un grand territoire que nous, notre empreinte écologique là, est positive en tant OK. que Québec. OK? Fait que ça veut dire que quand ils disent une carboneutralité, on dit ben on l'a déjà. Tu sais, si on suivait leur logique qu'ils appliquent à ce niveau-là, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin, nous autres, on n'a pas besoin de rien faire. On en émet déjà moins que ce que la nature est capable d'absorber au Québec. Donc, c'est tout, tu sais, ils jouent toujours à leur avantage. Ils changent toujours les notions et les définitions des concepts pour les avantager, pour essayer de nous rentrer leur agenda écolo dans la gorge de force. Mais, fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que, pour revenir à la question de base, là, tu sais, si on avait juste, là, je viens de nous en nommer 3-4 Ouais. choses qu'il faut faire, bien, si on avait déjà ça serait beaucoup. Puis, ultimement aussi, la protection de nos libertés. Je pense que ça, il faut faire quelque chose. On a des leçons à tirer de ce qui s'est passé ces dernières années. Ah oui. Il faut qu'on ait des garanties plus grandes pour protéger la démocratie au Québec, pour protéger la liberté d'expression, pour protéger toutes les législations là, pour essayer de censurer l'Internet, tout ça. Là, je pense que ça, c'est super important. Ça doit faire partie des priorités. Redonner l'importance au mot liberté qui a Ouais. été très dénigré aussi dans les dernières Puis, années. je pense que Poilievre va le faire à Ottawa. Là. Tu sais, Mhm. toutes les législations pour la censure des réseaux sociaux, je pense que ça, c'est pas mal acquis. Là. Ça va être une des priorités des conservateurs. Au Québec, ils sont allés dans le même sens. Hein. Puis là, le PQ veut même aller encore plus loin. Puis eux autres, en plus, utilisent la langue aussi pour essayer de censurer encore plus. Mhm. Fait que il va falloir être très vigilant par rapport à ça. Ils veulent aussi que ce soit le gouvernement qui contrôle ce que les enfants peuvent avoir. Puis ça me fait très peur aussi. Là. Plamondon, il parle beaucoup de ça. Hein. Il parle beaucoup là, de les enfants, les cellulaires, les tablettes. Là, il veut faire une semaine, pas de tablette ou pas de cellulaire. Il veut interdire les De cellulaires. quoi il OK. se mêle? Mais c'est ça, c'est pas le rôle de C'est Paul Saint-Pierre ça, Plamondon c'est ça. de décider ça. Puis il y a des C'est- affaires, je suis d'accord, regarde, je vous ai dit tantôt, j'ai commencé l'entrevue en vous disant que je m'étais séparé Ouais. de mon téléphone la nuit. Là. Puis je pense qu'avec Oui, les mais enfants, c'est il à faut, nous, en tant comme qu'individu, parents, de Oui. choisir. à dire, gars, mon enfant, là, il va jouer dehors. Là. Il est plus devant la tablette ou il Ouais. est plus devant un jeu vidéo puis il ne fait pas du Netflix aujourd'hui. Parce que je Ben, suis complètement d'accord avec ça. Moi, mes enfants n'ont pas eu le droit Ouais. d'utiliser des tablettes jusqu'à très tard. Mais Mais c'est c'est pas pas le à gouvernement. PSPP de me dire qu'ils n'ont pas le droit. C'est Exact. à moi, en tant que parent, à dire là, c'est non Exactement jusqu'à ça. là. Puis c'est comme ça dans tout, tu sais, j'en parlais avec une amie à un moment donné, puis elle me disait oui, mais là il y a des gens qui sont moins, tu sais, qui sont plus démunis dans la vie, faut les aider puis tout, mais c'est à moi de décider de donner. Tu sais, je veux dire, moi si on me redonne plein d'argent dans mes poches là, je vais aller en distribuer à qui c'est que ça me tente. Si je trouve que la technologie est néfaste dans ma vie ou dans la vie de mes enfants, c'est à moi de décider, mais justement l'État vient tout décider à notre place de qu'est-ce qui est vertueux, qu'est-ce qui est bon, pas bon, mais tu sais, si je veux manger de la poutine, je C'est vais manger ton de la choix. poutine. Si je veux manger des légumes, je vais manger des légumes. C'est un bon là. slogan, ça. Ma poutine, mon choix. Ma poutine. Après les foncheurs, mon choix, ça va être mon prochain slogan.
Moi, faut absolument qu'on passe par là. Je veux ton opinion à propos de ce qui s'est passé avec Amazon la semaine dernière. Cette Super semaine-là. important ce que tu dis là. Vous avez vu qu'il y a 3500 personnes qui Oui. ont perdu leur job au Québec dans les derniers jours. Tout ça parce que un seul entrepôt à Laval de 200 quelques employés a décidé de se syndiquer. C'est ça. Évidemment, l'entreprise ne le dira pas. Là, ils ne veulent pas commencer à partir d'une guerre. Puis eux autres, ils ne veulent pas changer les lois au Québec. Là, ils veulent juste faire de la business puis que ça soit le plus efficace possible. Un peu, là. Ils n'ont pas à faire de politique au Québec. Puis c'est bien correct. On ne veut pas qu'Amazon fasse de la politique au Québec. Mais il faut prendre acte de quelque chose. Là. La réputation du Québec au niveau économique vient d'être durement entachée. Il y a 2 pays dans le monde où Amazon ne fait pas affaire. C'est la Corée du Nord puis Cuba. OK? Puis c'est pas parce que c'est des bons environnements économiques puis que c'est des gens qui veulent investir, que les investisseurs, les entrepreneurs réussissent. Ils vont pas là parce que c'est 2 pays communistes qui sont très hostiles au capitalisme puis au bien-être économique des citoyens. Puis moi, je veux pas ajouter le Québec à cette liste-là. Et ça me désole de voir qu'on n'a pas parlé des vrais enjeux. Amazon, là, on peut être contre, puis on a le droit de dire que ça n'a pas de bon sens, c'est une entreprise qui exploite ses employés, puis c'est une entreprise qui ne veut pas de syndicat. Puis là, vous pouvez dénoncer l'Amazon tant que vous voulez. Mais nous, en tant que Québécois, là, ce qui est inquiétant, c'est que notre réputation est en train d'être entachée par ça. Puis pourquoi les syndicats ont choisi que le premier entrepôt qui allait être syndiqué au monde pour Amazon, ça allait être au Québec? Il y a une raison pourquoi ils ont ciblé ça. Là. Les syndicats, ils se sont concertés au niveau international. Là. Ils sont venus ici parce qu'on a les lois les plus pro-syndicales de partout ailleurs sur le continent. Puis c'était ici où c'était possible de créer une brèche. Et ça, là, c'est là que c'est grave. On a les lois les plus contre les entrepreneurs, contre les investisseurs, puis les lois qui permettent le plus à une petite minorité. Parce que pensez-y, là, c'était 200 quelques employés, il y en a 50 plus 1 qui ont signé des cartes pour un syndicat. Ça veut dire que c'est 3 % des employés d'Amazon au Québec qui ont décidé que 97 % allaient perdre leur job parce qu'eux autres voulaient jouer au casino pour savoir si ou non Amazon allait bluffer ou pas. C'est pas très démocratique. Moi, je suis pour les syndicats dans le sens où je suis d'accord qu'on ait quelqu'un qui peut négocier nos conditions de travail parce que c'est pas tout le monde qui est bon en droit du travail puis que tu veux que quelqu'un qui se connaisse mieux que toi puisse te négocier des bonnes conditions de travail. Mais là, c'est plus ça, les syndicats au Québec. Non, on les l'a centrales vu dans les syndicales, années, les employés sont plus c'est plus protégés. ça. Là. Les gens les payent des grosses cotisations syndicales pour payer des voyages à Madame Dubaï à Dubaï, puis pour financer des affaires de LGBTQ++, de diversité et inclusion à gauche et à droite, pour faire avancer une idéologie de la gauche radicale. Puis le travailleur est plus protégé. Et pas pour là. protéger les travailleurs. Au contraire, ils travaillent souvent contre les travailleurs. Tu sais, je vous ai parlé tantôt du logement, là, quand ils interviennent pour essayer de réglementer de plus en plus l'industrie, bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent de plus en plus cher la propriété puis ils empêchent ces gens-là d'avoir accès au logement. Donc, ils sont devenus anti-pauvres, puis ils sont devenus de plus en plus woke puis de plus en plus idéologiques. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui doivent prendre conscience de ça. Puis comme Québécois, là, il faut dire, regarde, on est avec les travailleurs, on est avec les gens qui veulent être syndiqués, mais on est contre ce que les centrales syndicales sont devenues au Québec, puis sont en train de nuire à la réputation économique du Québec. Puis il ne faut pas laisser ça entacher parce que ça va avoir des conséquences néfastes. Si vous êtes un investisseur ou un entrepreneur, puis que vous voulez investir quelque part, il y en a combien qui vont lever le nez sur le Québec? Ça, il n'y aura pas de statistiques parce qu'il n'y a personne qui va faire des conférences de presse pour dire « Ah, moi, je devais investir 50 millions au Québec. Finalement, j'ai décidé de m'en aller ailleurs parce que le Québec ne sont pas ouverts au business. » Puis c'est pas juste la question syndicale. Il y a toutes sortes de réglementations. On parlait des lois linguistiques. La loi 96, là. Ça ne fait pas avancer le français. Là. C'est juste pour écœurer. J'étais hier dans une entreprise dans le centre du Québec qui vend des électroménagers, qui m'expliquait qu'ils sont en guerre avec l'Office de la langue française parce que là, si vous mettez la tête dans votre cuve, là, vous allez voir qu'il y a des affaires écrites, là, engravées dans la cuve. Là, l'Office de la langue française veut que ça soit bilingue. Et là, eux se disent, comment on va faire un collant? Ils ne peuvent pas mettre de collant là, ça ne collera jamais. Ils ne peuvent pas engager du monde, commencer à graver ça un par un, ils finiront jamais. Ils peuvent pas. L'Office est quand même dans leur. Ah oui. C'est leur combat, là. Mais est-ce que tu as vu la vidéo de Acid Blais? Non. Il travaille dans un bar, puis c'était interdit d'écrire sur le tableau avec de la craie « shooter ».
C'était quoi donc déjà le Je remplacement me à souviens shooter? pas. C'était complètement C'était, ridicule. Hey, je suis curieuse, je veux savoir Ouais, c'est quoi. Je sais c'était même pas c'est drôle. quoi. Je sais Moi quoi un non plus. shooter en français? Il y a un mot? Il y avait un mot, puis il y avait un mot, puis Ouais, il dit ils dans en sa ont inventé vidéo, un, puis là, c'est... puis là, c'était obligé ouais. d'être Est-ce pas ça. Pizza Salvatore aussi qui sont Oui, fait écœurer oui, eux parce se sont qu'il fait y avait écœurer. quelque chose où... C'était dans leur salle d'employés. C'est un Sur le tableau boulevard de, Bouvier, à de Québec. C'était un tableau de motivation dans la salle des employés, puis c'était écrit comme une phrase de motivation en anglais, puis ils se sont fait dire tu changes ça. Avec tu une majorité d'employés qui parlent pas anglais. Puis c'était complètement ridicule. C'est Puis là, ridicule. la C'est même pas, police a public, débarqué, là, il y a eu une plainte, puis là, ils ont été obligés d'enlever ça. Ouais. Mais Pour vrai, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment prioritaire ou on a des enjeux qui sont gravement plus importants C'est en ce ça, tu sais, il y a moment? du monde dans les rues, les hôpitaux. hey, il y a une débordent. personne sur 10 au Québec dans la dernière année là, qui est allée d'une banque alimentaire nourrir sa famille. Ouais. OK? Ça, là, c'est pas mal plus prioritaire que de savoir c'est quoi la traduction du mot shooter. On embauche du monde. C'est pas du monde payé au salaire minimum là, qui se promène et qui font de la police de la langue. Non, là. ils ont payé la grosse affaire. Fait que, là. tu sais, à un moment donné, là, au Québec, ça marche pas. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, puis il faut que ça arrête. Là. Il y a trop de règlements, trop de bureaucratie, puis on est allé dans l'extrême, puis il va falloir dégraisser. Puis je pense que la population est rendue là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. On n'est plus tout seul. Puis il faut que les boomers arrêtent d'avoir peur. Moi, je pense qu'il y a du travail à faire avec eux. Parce Ils que je ont pense peur que des shooters. ils ont peur des shooters en anglais. Ouais. Ouais, les 21. Non, mais tu sais, tout ce que On tu va dis, s'assimiler un shooter à la fois. tout ce que tu dis, tu sais, je pense que ça fait du sens. Puis je pense que n'importe qui a du bon sens, qui prend le temps d'écouter, tu sais, pour être d'accord avec ça, puis tu sais, que ça soit toi, le porte-parole de ça, ou que ça soit n'importe quel leader de n'importe quel autre parti politique, je pense que c'est temps de se renouveler un petit peu. Puis je pense que il y a des gens qui veulent pas entendre ces choses-là parce qu'ils ont peur, ils ont des stéréotypes dans la tête. Puis je pense qu'il faut, comme justement, là, leur montrer que c'est pas... Il faut que ça arrête. Il faut... Le Québec explosera pas si on enlève de la réglementation puis de la bureaucratie. Qu'est-ce que vous faites avec notre pognon? Il faut toujours se poser cette question-là. Comment On ça se se la fait pose qu'on tout le temps, pose... on n'a pas de réponse. Comment ça se fait qu'on paye plus de taxes, plus d'impôts, puis qu'on a des services moins bons? Comment ça se fait Ouais. qu'au Québec, tu n'as même plus besoin de mettre de pancarte Bienvenue au Québec? C'est quand ton chasse m'a shaké puis qu'il y a des nids de poules que c'est tu as ça. l'impression que c'est des autruches. Fait que comment ça se fait qu'on en est rendu là? Est-ce que j'en conclus que ta réponse à qu'est-ce que tu es capable de me nommer une chose qu'on fait bien au Québec ou mieux qu'ailleurs, c'est rien? C'était rien. Ça ressemble un peu à ça, malheureusement. Éric, t'as l'air d'être vraiment remis sur Il pied faut. après tes 6 semaines de convalescence. Oui, on a C'est quoi besoin. que tu vas faire avec toute cette belle énergie-là dans les prochains temps? Ben, la première étape, c'est de vérifier, parce que j'ai parlé tantôt, puis c'est niaiseux, là, mais c'est une élection partielle importante. Là. Est-ce que ce qui va se passer dans Arthabasca, c'est très important? Est-ce que ça va être la porte d'entrée pour le Parti conservateur du Québec à l'Assemblée nationale? Je le souhaite. Et donc, ma première priorité là, dans les premiers jours de mon retour, c'est de faire le tour notamment des maires. J'ai déjà des rencontres de privé avec tous les maires de la circonscription, puis les On est conseils des de maires. ville. Les maires MAIRE, excusez-moi, je vais préciser les filles. Puis je vais aller à la rencontre des citoyens. J'avais déjà commencé, juste avant d'avoir ma crise cardiaque, j'avais commencé à appeler tous nos membres aussi. On en a 1400. J'étais rendu à quelques centaines, mais je vais devoir finir cette liste-là. Fait que ma priorité, ça va être de m'investir au niveau local parce que je pense que l'attention politique, il ne faut pas se faire d'illusions, là, elle va être beaucoup à Ottawa dans les prochaines semaines Ouais, c'est ça. parce qu'il va y avoir un nouveau chef au Parti libéral qui va devenir de facto nouveau premier ministre du Canada. On n'a jamais vu ça ou à peu près. C'est très On rare n'a que pas ça des arrive. super hot candidats. Non, ça, c'est l'autre problème. Et on risque d'avoir une élection fédérale qui va arriver très, très vite parce que cette personne-là ne restera pas là longtemps. Mhm. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'actions plus à Ottawa qu'à Québec. Puis avec ce qui se passe aussi avec les États-Unis, qu'on le veuille ou non, Ouais, c'est un enjeu aussi ça très met de l'ombre fédéral un aussi petit peu parce que c'est le sur gouvernement du Québec, Canada là, ouais. qui est le répondant et qui est l'État qui répond de ça. Donc, je pense que ça va être beaucoup ça. Moi, personnellement, donc je vais travailler au niveau local. Là. Vous allez me voir, les gens du centre du Québec, vous allez me voir dans votre coin. Ben super. Ben écoute, on te souhaite vraiment un bon retour. Merci beaucoup. Beaucoup de santé, Merci là, d'être venu surtout. nous Puis voir. merci d'être venu nous C'est voir. gentil. On a les besoin filles. de toi en forme, fait que... Tout a qui besoin pas de voter. Ouais. Convainc-nous! Ouais, Convainc-nous! puis Ben on là, ça en fait 2 veut- heures, je te convainc. on Là. en Si je veut t'ai pas plus convaincu là, je te convaincrai c'est jamais. ça. Ben merci. Merci encore. Salut tout le monde. Bye!